Salut Victor. Salut. Cette semaine sur InPower, j'ai le plaisir d'accueillir Victor Apchi. À la fois passionné de food, de création, de voyage, mais aussi et surtout d'humain, Victor a un parcours éclectique que je trouve très inspirant. Ça, c'est une question un peu philosophique, hein. Pourquoi on fait des choses dans la vie? Pour moi, c'est important d'apprendre, de découvrir, de rencontrer des gens, de se dépasser aussi, effectivement, tu vois. Sur son média, Victor donne la parole non pas à des célébrités, mais à des personnes du quotidien qui partagent leurs douleurs, leurs épreuves ou encore leurs joies. Mais je trouve ça trop intéressant de s'approcher des humains, de comprendre leurs souffrances, tu vois. Moi, ça me... Je sais pas, je trouve ça très très beau. Je pense que la vie est bien faite pour ça, tu vois. Quand tu vis des trucs difficiles, après t'arrives à grandir. Mais Victor se lance aussi des défis personnels. Parcourir Paris-Dakar à vélo, lancer la première cérémonie de récompense pour créateurs, créer le plus grand guide de la street food à Paris. Déjà, je t'admire énormément pour tout ce courage, ce dépassement de soi et tout, mais d'être seul avec toi-même pendant 2 mois. Un truc qui revient souvent, c'est la bonté et la beauté dans l'humanité. C'est à chaque fois que je reviens, je me dis, les gens ils sont incroyables. Les gens, ils pensent trop que les autres ont conscience d'eux autant que eux ils ont conscience d'eux-mêmes. J'espère que vous apprécierez cet épisode. Vous verrez que Victor m'a aussi pas mal posé de questions, donc c'est vraiment plus un échange qu'une interview. Tu m'avais dit, t'aurais eu 2 millions d'abonnés sur TikTok, tu serais devenu qui tu es aujourd'hui, tu vois, genre des gens qui te reconnaîtraient dans la rue. J'aurais pas cru, tu vois, je me serais dit... C'est fou, hein, vraiment, en 2 ans, quoi. Et si ça vous plaît, pensez à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ou un petit pouce si jamais vous nous regardez sur YouTube. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Victor Apchi. Salut Victor. Salut. Bienvenue sur InPower, je suis ravie de t'accueillir à ce micro. Je disais justement à Marine avant qu'on commence, c'est bien parce que je te connais un peu, mais je te connais pas assez pour ne pas être surprise parce que tu vas potentiellement me dire au cours de cette interview. Donc okay. Je suis ravie. Écoute, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Ah, c'est super dur. Je m'appelle Victor, j'ai 31 ans. Ouais, putain, je te pensais plus jeune. Tout le monde me dit ça. Ah ouais. Je suis habitué à ce qu'on me dise ça, mais j'ai effectivement 31 ans. Je suis entrepreneur et créateur de contenu. Ouais. C'est comme ça que tu caractérises. Bah écoute, c'est comme ça que je t'ai connu, parce que oui, d'abord c'est par la création de contenu. En fait non, je crois que c'est par du coup mon copain Jules qui est revenu une fois. Il m'a dit oh là là, j'étais à une bête de soirée For Unite, il y avait tout le TikTok, faut absolument que tu viennes à la prochaine, etc. Et c'est vrai qu'il était vraiment emballé. Donc écoute, je crois que la première chose que je vais te demander, c'est d'où vient cette idée et pour peut-être partager aux auditeurs, aux auditrices dont on va parler aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression que d'un côté tu as une entreprise où il y a tout cet aspect réseaux sociaux, tout cet aspect soirée TikTok, award TikTok, où tu as vraiment réussi à structurer le TikTok game, j'ai l'impression, en France. De l'autre côté, il y a ces voyages assez extraordinaires que tu fais, où tu parcours le Maroc à vélo, ou enfin d'autres destinations. Et après, il y a le côté aussi interview, où je crois que d'ailleurs c'est dans ta bio Instagram, tu mets j'échange avec des gens, ou ouais. Tu vois. Enfin, donc je me demande comment tu arrives à relier tout ça, comment tout ça s'est fait au fur et à mesure. Donc, mais commençons par TikTok. C'est par là que tu as commencé ? Ouais, moi en fait j'ai commencé TikTok pendant le premier confinement, enfin à la fin du premier confinement, où en gros j'avais fait un tour d'Asie à vélo. D'accord. J'étais parti de Chine et j'avais roulé jusqu'à Bali. Et alors pourquoi, tout simplement? J'adore le voyage, j'adore l'aventure et j'avais trouvé dans le vélo une manière de me déplacer assez libre et en même temps un peu challengeant. Donc j'avais commencé par faire Paris-Istanbul à vélo et j'avais adoré. Et après je me suis dit il faut que je fasse un truc un peu plus fou. Et je sais pas, la Chine, je trouvais ça très un peu dingue, tu sais, genre tu sais pas trop quoi t'attendre, c'est vachement dépaysant. Et du coup j'avais pris un billet au pif, vraiment j'avais pris la ville la moins chère en Chine, aller simple. Et après j'avais débarqué et je me suis dit je vais essayer de rouler le plus loin possible. Mais ça déjà c'est assez dingue. Enfin, je trouve qu'il y a une non-aversion au risque qui est quand même exceptionnelle, tu vois. C'est-à-dire que moi tout de suite quand tu me dis ça, je me dis mais je sais pas, je me poserais tellement de questions. Où est-ce que je vais dormir? Qu'est-ce que je vais manger? Et si on me comprend pas, je ne parle pas la langue. Est-ce que toi tu as toutes ces questions mais juste tu choisis de passer au-dessus? Ou tu vois plus le côté kiffant, adrénaline presque du challenge, qui du coup passe au-dessus. En fait, moi quand j'étais petit, j'étais hyper angoissé. J'étais vraiment stressé pour des micro-détails un peu nuls, tu vois, genre je vais avoir un contrôle ou ce genre de choses. Et avec le temps, j'ai appris à dompter un peu ma peur, mon angoisse, et à m'ouvrir un peu aux autres. Et donc en fait, ça a été un cheminement, un travail qui a pris pas mal d'années. C'est pour ça que j'aime bien dire mon âge, parce que c'est vraiment un truc qui prend du temps, mais qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, je suis sur une forme de
je contrôle même l'imprévu et l'inconnu. Tu sais, quand je vais en Chine, c'est pas je suis complètement fou, c'est hyper risqué, je sais pas ce que je vais faire. C'est ok, je connais le niveau de risque, je mesure et je fais l'équilibre entre ce qui est important et ce qui est pas important. Et ce que je dis, et c'est vrai, tu vois, c'est qu'au pire du pire, franchement, je prends un taxi, je prends un train, j'arrive dans un aéroport, je prends un vol et en 48 heures, je suis à Paris, tu vois. Donc, et puis t'as quand même Internet, tu vois, c'est pas comme une époque. C'est vrai. Le risque zéro n'existe pas. Là, j'ai traversé le Sahara et je pense que c'était le plus dur de tes... le plus dangereux, le plus risqué. Ouais. Mais encore une fois, il y avait une vraie maîtrise. Je regardais sur des groupes WhatsApp de cyclistes la situation géopolitique, je demandais à des gens, je me renseignais, j'allais voir la police et tout. Donc voilà, c'est toujours très très maîtrisé. Ok. Et comment t'as réussi à dompter ton angoisse ? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont potentiellement anxieux. Ouais. Et moi, pour avoir... c'est pas vraiment de l'anxiété, mais bon, c'est une forme d'anxiété. En fait, ouais, je trouve ça très difficile de la dompter, justement. Et au contraire, justement, on me dit, n'essaie pas de le contrôler. Moi, j'essaie de le vivre à fond mes émotions, je dirais. C'est, tu vois, si je vais être angoissé, je vais me dire, ok, pourquoi je suis angoissé ? Qu'est-ce que je ressens ? Tu vois, essayer de mettre une distance entre ce que tu ressens et qui tu es et voir comment ça t'affecte. Mais je pense que ça sert à rien de réfréner ses sentiments, tu vois. Il n'y a rien de pire quand t'es un peu angoissé de se dire, ok, j'ai pensé à autre chose. Parce qu'après, tu rentres en combat avec toi-même. Tu vois, par exemple, à un moment dans le désert, dans le Sahara, on m'a dit, voilà, tu peux pas dormir dehors, c'est trop dangereux. Tu vas dans cette station-service. Donc là, j'y vais, je me dis, ok, bon, il y a un danger, peut-être, mais je dors dans une station-service, donc a priori, c'est ok. Bon, je vais pas passer une super nuit, mais je suis bien, je suis à l'aise et c'est cool. T'as réussi à dormir ? Ouais, mais je sais pas ce que j'avais fait, genre 150 km, donc j'étais crevé. T'as pas trop le choix. Ouais. Mais quand on dit c'est dangereux, c'est qu'en fait quoi ? Tu risques quoi ? Tu risques de te faire voler, tu risques de te faire attaquer, Alors c'est là où le danger est plus important dans cette zone, c'est que c'est quand même très très rare, il faut relativiser, j'ai peut-être une chance sur 10 000, tu vois, mais il y a eu des kidnappings. Et du coup, ouais. En fait, tu vois, t'as des dangers où tu te dis, pour moi les deux plus gros dangers en voyage à vélo, c'est les chiens sauvages, parce que eux vraiment ils peuvent vouloir te tuer. Et le kidnapping, parce que pareil, il y a une vraie volonté de te nuire. Le reste, t'as des accidents et tout, tu vois, les gens peuvent toujours t'aider. Et donc, c'est effectivement un danger qui fait un peu flipper, quoi. Parce que tu dis, ah ouais, c'est sûr. Ouais. Bah alors, tout de suite, je me demande... c'est vrai, moi, je me dis, mais pourquoi s'infliger ça ? Tu vois, c'est... Enfin, tu vois, t'es pas obligé. Là, il y a un côté... Est-ce que tu veux te prouver des choses en faisant ça ? Est-ce que, tu vois, c'est une espèce de défi personnel ? T'aurais pu faire Paris-Monaco à vélo, ça aurait été moins dangereux. Ouais, mais alors, c'est une question un peu philosophique. Hein. Pourquoi on fait des choses dans la vie ? Pour moi, c'est important d'apprendre, de découvrir, de rencontrer des gens, de se dépasser aussi, effectivement, tu vois. J'essaie pas de me prouver quelque chose dans le sens où j'essaie pas d'être une autre personne que qui je suis. Tu vois, j'en tire pas une forme de fierté particulière, c'est juste pour moi. Enfin... Mais est-ce que genre, tu te sens... Parce que souvent, ce que j'entends des personnes qui aiment les sensations fortes... Ouais. Tu vois, moi, je suis vraiment un peu à l'antithèse de ça. C'est-à-dire, je n'aime pas les attractions, par exemple. Et tu vois, on a beau essayer de me convaincre, je me suis forcée plusieurs fois en mode, bon, allez, peut-être qu'ils ont raison. Ouais. Juste, en fait, c'est pas du tout mon kiff. Et ce que me disent ces personnes, c'est, ouais, mais c'est là qu'on se sent vivre. Et je trouve assez fascinant, tu vois, de me dire, c'est marrant, pourquoi est-ce que certaines personnes se sentent vivre justement quand peut-être leur vie est en danger, alors que moi, je me sens vivre quand j'échange, quand je réfléchis, même quand je peux vivre le truc le plus routinier du monde, mais qui me fait sentir bien, tu vois. Alors, je pense qu'on n'est pas si différents que ça, dans le sens où moi, ce que j'adore dans les voyages, c'est les rencontres. Et la partie adrénaline, au final, la vérité, c'est que je passais mes journées, mon cul sur le vélo, à écouter des podcasts, à méditer, tu vois. On n'est pas sur un danger à la Into the Wild, ou, tu vois. Donc, moi, c'est pas vraiment ce côté adrénaline. C'est vraiment le côté apprendre, découvrir et aussi rencontrer. Pour moi, c'est le plus important. C'est vraiment les rencontres que je retiens à chaque fois. Tu peux nous partager peut-être une rencontre qui t'a marqué dans ton dernier voyage, là, au Sahara ? Ouais, alors mon dernier voyage, en gros, c'était Paris-Dakar à vélo. Alors, une rencontre, c'est toujours trop dur. Tu peux en dire plusieurs, en vrai. C'était au Sénégal, c'était juste avant d'arriver à Dakar. J'avais aucune idée de où dormir. Et du coup, j'ai trouvé un petit village où je suis allé en mode est-ce que je peux dormir ici parce qu'il va faire nuit, j'ai pas de lumière et c'est dangereux. Et j'ai été accueilli, c'était assez incroyable, ils m'ont fait à manger, on a passé un bon moment. Et ouais, c'est un moment hyper simple, tu vois, où il y avait pas beaucoup d'échanges, on parlait pas la même langue, mais il y avait beaucoup d'amour et de partage et de solidarité. Et je trouvais ça vraiment fou. Toute cette gentillesse. C'est vrai. Et pour moi, c'était un défi parce que j'avais tendance à dormir en tente ou en auberge ou chez des gens.
Et là, j'avais vraiment pas le choix, tu vois. Donc j'ai dû un peu me dépasser pour aller embêter des gens. Et en fait, c'était trop cool. C'est fou quand on y pense quand même, l'évolution de l'espèce humaine. Tu vois, aujourd'hui, tu utilises le terme « j'ai dû embêter des gens ». Ouais. Et c'est vraiment le sentiment qu'on a quand on doit demander un service à quelqu'un d'autre. Ouais, mais est-ce que ce n'est pas au final le propre de l'humanité? Je veux dire, on n'est pas né tout seul, tu vois. Enfin, si, on est né tout seul. Mais on a grandi entouré, tu vois. Et en fait, fut un temps où je pense que c'était beaucoup plus normalisé de demander refuge. Enfin, tu sais, moi, je vois des films où ils étaient en cheval et puis toquaient aux auberges, aux portes, puis on leur faisait de la place pour la nuit, tu vois. Et aujourd'hui, ça s'est perdu. Je trouve ça hyper triste. À fond. Et puis, tu vois, à Paris, on a créé tellement d'anxiété sociale. Tu vois, les gens sont hyper gênés de parler aux autres, alors que ça devrait être... En fait, tu devrais même pas te poser la question. Tu devrais avoir le droit de le faire. Et là, t'es genre hyper téméraire si tu parles des inconnus et tout. Mais c'est clair. Mais tu sais que, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, au pire, je radoterai. Mais ça m'est arrivé il y a, je pense, 1 mois maintenant. J'étais avec une amie, on dînait au resto. Et en fait... le serveur, à un moment, se trompe de dessert. Donc, en fait, on commence à taper la discute à nos 2 voisins, tu vois, qui avaient à peu près notre âge. Et en fait, on s'est super bien entendu avec eux et on s'est reprogrammé un dîner c'est trop cool. dans un resto. Et en fait, on fait ça tous les mois maintenant. Enfin, je dis ça, on l'a fait 2 fois. Mais juste, vraiment, j'ai adoré. C'est-à-dire que ce sentiment de... Mais c'est trop marrant. C'est-à-dire c'est complètement loufoque. On ne se connaissait pas il y a 10 minutes. Et en fait, maintenant, on a noué des liens, on s'entend bien, on va se revoir. Enfin... Et ça c'est. Et maintenant, je pense pas, on vit dans une espèce de psychose généralisée, tu vois, parfois d'ailleurs légitime, mais qui fait que l'autre maintenant est un autre justement, quoi. Il y a vraiment la peur qui va avec l'inconnu. Le mot étranger, je trouvais assez juste. Tu vois, l'autre est étrange, donc il est bizarre, il est différent, et c'est vrai qu'on a complètement tué notre rapport aux autres. Et toi, tu l'as vachement retrouvé, j'ai l'impression, du coup, dans tes voyages. Donc c'est vraiment propre à notre culture, au final. Mais en fait, déjà, quand tu voyages, t'es tout seul. Enfin, moi, j'ai voyagé seul. Et du coup, t'as pas le choix. Il faut vraiment que tu te bouges un peu. Faut que tu sortes un peu les doigts du cul pour parler à des gens, tu vois. Sinon, t'es vraiment solo de chez solo. Et la solitude, au bout d'un moment, ça peut peser. J'allais dire, c'était pas dur psychologiquement? Moi, je me souviens, à un moment, en Mauritanie, je passais par une sorte de forêt, tu vois. Il y avait genre une auberge dans la forêt. Donc, je vais dedans. Et là, il y avait moi et d'autres clients qui étaient des Français. Et je me souviens, je pense que je les ai trop saoulés. Non, j'ai pas pleuré, mais j'étais trop heureux de les voir, tu vois. Et je leur posais plein de questions et tout. Et ils étaient hyper sympas. Hein. Mais je pense qu'ils se sont dit un peu, putain, ce gars, il avait envie de parler, quoi. Ouais. On sent qu'il a passé un mois tout seul. Mais non, en fait, il y a des moments où j'aime la solitude et des fois, elle me pèse un peu. Et du coup, j'essaie d'aller voir des autres. Mais globalement, ça va. Je dirais que c'est OK. Et moi, je t'admire beaucoup. Combien de temps ça a duré, du coup? 2 mois. Ah ouais. Donc, déjà, je t'admire énormément pour tout ce courage, ce dépassement de soi et tout, mais d'être seul avec toi-même pendant 2 mois, enfin, franchement, je trouve ça admirable. Je veux dire, dans une société où... T'as grandi où, toi? En Picardie. Ouais. J'étais très seul. T'étais très seul. Okay. Non, mais parce que tu vois, dans une société où on a été biberonné à l'action, aux réseaux sociaux, à l'échange. Enfin, je sais pas, moi, je suis vraiment un être social et j'ai essayé de partir solo cet été. Au bout de 2 semaines, j'ai pété un câble, je suis partie, tu vois. Et t'as réussi à rencontrer des gens et à connecter? Ouais. Après, c'était une période où j'allais pas bien du tout. Ok, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Je pense que c'est le mythe mange-prième, je n'y crois pas. Ok. Enfin, du coup, en tout cas, pour moi, ça n'a... le mythe mange-prième, c'est le film avec Julia Roberts, qui est inspiré à la base d'un livre de Elizabeth Gilbert, où en fait, mais qui est inspiré d'une histoire vraie d'ailleurs, et elle raconte un peu sa vie, où elle était dans une phase où elle divorçait, ça n'allait pas, elle était en dépression, et elle a voyagé pour se retrouver. Et en fait, moi, je sais que ça m'a fait hyper culpabiliser de lire ce livre en même temps. Parce que j'étais là, genre, ok, donc la meuf, elle part en Italie bouffer des pâtes. Elle te raconte que du coup, c'est la folie, elle arrête ses médicaments et en fait, tout va mieux. Alors que moi, je pars au Costa Rica rencontrer des personnes incroyables. En fait, j'arrive pas à aller mieux, tu vois. Tu sais, t'as vraiment un sentiment d'échec, en fait. Je comprends, de fou. Et voilà, alors j'imagine que ça a aidé plein de gens, et tant mieux. Mais c'est vrai que j'en ai parlé sur YouTube, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Pour moi, vendre certaines techniques de guérison, c'est dangereux en fait. Bien sûr. Tu vois, ça peut t'aider à... Oui, si t'es perdu dans ta vie, mais pas si t'as un problème psychologique en fait. Enfin, tu vois, si t'as une dépression, si t'as, je sais pas, il y a plein d'autres troubles, je pense pas que partir résout tes problèmes en fait. Alors, moi, je dirais que c'est pas la solution.
Néanmoins, je trouve que dans le voyage, tu peux avoir du temps d'introspection, tu peux sortir de ton quotidien, tu peux prendre de la distance. Et tout ça, je pense que ça peut aider. Mais effectivement, le fait que ce soit présenté comme la solution miracle, ça, c'est trop dangereux. Mais non, en plus, elle disait pas, à la fin du livre, tu vois, elle disait pas, en fait, en gros, partez, plaquez tout et vous irez mieux, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça, sachant qu'en plus, c'est pas la seule à partager un peu ce message-là. Je pense qu'au final, il y a des solutions différentes pour tout le monde. Mais c'est vrai que, perso, je trouve que le voyage, c'est mieux quand on va bien. C'est-à-dire que quand t'es équipé pour, en fait, profiter, être disponible, et voilà, pas comme un pansement, quoi. Mais bon, voilà, chaque expérience est différente. Hein. J'avais reçu au tout début du podcast Kelly B6, qui, elle, avait une histoire aussi très inspirante. Bon, alors, je dis ça, c'est horrible, mais en gros, elle s'est fait quitter alors qu'elle allait se marier, tu vois. Et en fait, du coup, elle en pouvait plus, donc elle a tout plaqué pour aller en Thaïlande faire de la boxe. Et bon, elle, pour le coup, ça a été son salut, tu vois. Elle a rené là-bas. Donc voilà, encore une fois, je pense que c'est différent. Mais bon, pareil, pour moi, en fait, elle n'avait pas le problème psychologique. Juste, c'était un truc dans sa vie qui n'allait plus. À ce moment-là, oui, changer d'air peut t'aider à te renouveler. Mais bon, c'est comme... tu dois pas voir passer ça. Je sais pas si c'est dans ton pour toi sur TikTok, tu vois. Mais for some reason, c'est dans le mien. Alors que j'aime pas du tout ce genre de contenu. Et je l'avais d'ailleurs parodié un moment sur mon compte. Mais la traîne de That Girl... Tu vois un peu ce que c'est ou pas? Non, c'est grave. En gros, That Girl, c'est... on te dit que pour devenir la fille que tu admires sur les réseaux sociaux, il faut commencer à te lever avant 8h tous les matins, faire du journaling, manger un smoothie par jour, faire du yoga. Et en fait, genre, j'ai tellement envie de crier sur tous les toits, ce n'est pas ça qui vous rendra heureuse. Ce n'est pas ça qui vous donnera confiance en vous, en fait. Et je trouve ça vraiment dommage d'ériger des modèles comme si, en fait, on pouvait méthodifier le bonheur. Ouais, complètement. Ouais, t'as les règles du bonheur, c'est te lever tôt, faire de la méditation, faire du sport, manger sain. Et n'importe quoi. Et si t'as coché ces cases, bah c'est bon, tu seras heureux. Bah voilà, c'est et pareil, je pense que tu peux vraiment te sentir mal si jamais tu fais tout ça et que t'arrives pas à aller mieux, quoi. Ouais, c'est clair. Ah, c'est compliqué, hein, la question du bonheur, c'est vraiment, je pense, la question essentielle dans nos existences. Et en même temps, c'est un truc trop compliqué, on n'a pas vraiment de solution. Pour moi, maintenant, c'est faire de son mieux. Franchement, le but de la vie, pour moi, c'est de faire de son mieux. D'accord. Pas pour toi? C'est une question vaste, j'essaie d'y réfléchir. Vas-y, tu sais, tu peux réfléchir, on coupe pendant que tu réfléchis. Hein. Faire de son mieux, je réfléchis, ouais, c'est bien. Non, moi, je pense que c'est aider les autres. Ok. Moi, c'est ça que je mettrais comme étant... Le but de ta vie, donc c'est hyper beau, c'est très altruiste, du coup, comme vision de la vie. Bah, moi, je dis que c'est un peu égoïste, parce que, en fait, en aidant les autres, moi, ça me fait du bien. Donc en fait la finalité c'est d'être bien, tu vois. Ouais, mais bon, si tout le monde pensait comme toi, tu veux pas appeler Poutine vite fait. Mais ça t'est venu depuis tout petit, parce qu'on parlera après du coup de ce que tu fais sur les réseaux, mais... Ouais. Non, pour moi ça a été un cheminement un peu, ça a pris du temps et tout, tu vois. Et en fait en déconstruisant ce que j'aimais, pourquoi je le faisais et tout, il y avait toujours les autres qui revenaient tout le temps dans tout ce que je fais. Tu vois, même avec le guide ultime. Ouais, putain, tu sais que j'ai oublié ça en présentant. Je savais que j'avais oublié un truc. Alors, vas-y, embraye. Ok, le guide ultime, un compte qui partage de la street food et des événements dans Paris. Ok, mais c'est plus qu'un compte, c'est un biz. C'est une société, ouais. C'est une société. Ouais. Et d'ailleurs, les gens veulent qu'on fasse une vidéo ensemble, donc il faut qu'on fasse une vidéo avec ensemble. grand plaisir, je voulais le faire en plus. Mais oui, une vidéo YouTube où tu me fais tester les meilleures adresses du guide ultime ou un truc comme ça. Ouais, tu vois. Moi je voulais faire l'inverse, je voulais que toi tu me présentes ta meilleure adresse. Ouais. Ah bah sinon, on fait une vidéo où je te présente genre mes 2 meilleures adresses et tu me présentes tes 2 meilleures adresses. Ok, d'accord. Ok, deal. Ça va être bien ça. D'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah, c'est vrai? C'est un passeport ultime. Oh, trop bien. Bah du coup, présente-nous le passeport ultime. C'est 16 restos gratuits qui proposent à chaque fois leur spécialité. Et en gros, c'est un cadeau de Noël qu'on a sold out en quelques heures. Genre vraiment, on n'a jamais aussi bien vendu un produit. Et en gros, tu y vas, tu as ton passeport, tu tamponnes ta page du pays et tu repars avec la spécialité du pays gratuitement. Ah, mais c'est exceptionnel. Comment tu négocies ça avec les restos? Putain, c'est ouf la vitesse à laquelle on a changé de sujet. Ouais. C'est désolé. hyper rapide. Non, Sorry. C'est trop cool. En fait, les restaurateurs, ce qu'ils ont besoin, c'est de visibilité, c'est de publicité. Donc en fait, c'est nous qui allons sourcer les restos, c'est-à-dire que c'est nous qui les avons sélectionnés parce qu'on savait que c'était bien ce qu'ils faisaient. Et en échange de la matière première gratuite, on leur donne de la visibilité qui rapporte des nouveaux clients. Ok. Donc voilà, comme ça ils s'y retrouvent, on s'y retrouve. Ouais, c'est sûr. C'est trop bien. Mais là où je trouve ça compliqué, c'est que à Paris, il y a tellement de bonnes adresses. Tu vois, moi je sais par exemple, j'adore Mamiche. Ouais, c'est trop bon. La boulangerie Mamiche, vraiment, ils sont extraordinaires, mais en fait, ils sont tellement bons qu'ils n'ont pas besoin de visibilité. Donc en fait, ils n'auraient pas intérêt à se mettre dans le passeport ultime ou le guide ultime. Et du coup, je me dis, est-ce que les meilleures adresses, au fond, ne sont pas
exempte, du coup, après ça peut être un parti pris, de Ouais. dire nous on fait découvrir les nouveaux entrants et tout, hein, mais... Bah, en fait, ça arrive, c'est super rare que des restos nous disent non, désolé, on est blindé, juste on veut plus personne, on veut être tranquille. Mais c'est vraiment peut-être une fois sur 1000, tu vois. D'accord. Les adresses qui marchent bien, ils sont toujours contents de se renouveler, d'avoir du monde, de parler sur les réseaux. Mhm. Et bah, tu vois, par exemple, Frappe, on avait fait une vidéo avec le New York Roll. Ouais. Je dis on parce que maintenant on est vraiment une équipe. Et eux, ils ont accepté d'être sur Passeport Ultime, alors que la vidéo qu'on a faite, elle a fait, je sais plus, 5 millions de vues, tu vois. Ils avaient pas besoin. Ouais, c'est vrai. On avait offert, mais juste, en fait, ils voulaient nous rendre un truc en retour. Ils ont dit, bah vas-y, go, le projet est cool, quoi. Ouais, trop bien. Alors comment ça a commencé le guide ultime? Le guide ultime, ça a commencé en 2020. En fait, après mon voyage à vélo, j'avais mangé de la street food de fou en Asie, partout, tu vois. J'avais découvert ce que c'était. Et en fait, à cause du confinement, les restos ont commencé à faire à emporter un peu en mode street food. Et c'est un peu été les débuts de la street food à Paris. Et je sais que c'est un sujet qui te plaît, la nourriture. Hein. Et du coup, bah, j'ai commencé comme ça à faire des vidéos pour présenter des adresses. Et ça a tout de suite pris. Mais c'était assez insane. Je me souviens au début, on pouvait gagner genre 15-20 000 abonnés en une journée sur Instagram. Ouais. Et est-ce qu'il y avait les Reels à ce moment-là ou pas ouais, encore? c'était au tout début des Reels. Ah ouais, et en fait, on était les premiers à faire ce format food, tu vois. Et du coup... Et quand tu dis on, au début, t'étais tout seul, t'étais avec quelqu'un? Non, on a cofondé avec Nora. D'accord. Donc Nora, c'est mon associée, et elle a un profil vraiment entrepreneuse. Et du coup, bah ouais, on s'est un peu complété comme ça. Moi, j'étais très contenu, et elle était plus business. Ouais. Et ça a permis de monter la société qui est aujourd'hui le guide ultime. Ok. Et c'était vraiment la volonté de faire découvrir la street food à Paris? Ouais. Ok. Non, mais c'est vrai, moi je me suis toujours demandé, parce que du coup, voilà, j'ai voyagé un peu, il y a des super marchés de street food à New York, à Londres. Il n'y en a pas à Paris? Alors ils ont essayé, c'est compliqué à Paris. Ils ont essayé au Carreau du Temple, je crois. Il y a eu le Carreau du Temple, il y a eu... je sais pas si je vais citer des noms parce que ça existe encore. Ah, ça existe encore, ok. Mais en gros, ça marche pas très bien, quoi. Le seul qui fonctionne, c'est la Felicita. Ah oui. Ouais. Qui est d'ailleurs encore, incroyable. Est-ce qu'on peut appeler ça la street food? Ça se discute. Pour moi, c'est une grosse cantine, quoi. Ouais. Après, en fait, la street food dans des food courts, ça marche pas trop. Mais la street food en petite boutique, en petit resto, ça commence à bien cartonner à Paris, donc ça fait plaisir. Ouais, c'est sûr. Et donc, tu faisais quoi avant de lancer ces vidéos sur TikTok et sur Insta? À base, j'étais photographe et vidéaste. D'accord. Mais je me montrais pas du tout en images. Et en fait, j'ai commencé à me montrer pour raconter mon voyage à vélo. C'est pas un truc que j'aime forcément faire, tu vois. Mais en fait, sur le voyage à vélo, j'avais pas le choix, tu vois. J'avais tous les rushs de moi et en fait, j'étais obligé d'incarner le récit, tu vois. Et c'est marrant parce que si avant TikTok, avant 2020, tu m'avais dit t'aurais eu 2 millions d'abonnés sur TikTok, tu serais devenu qui tu es aujourd'hui, tu vois. J'aurais des gens qui te reconnaîtraient dans la rue. J'aurais pas cru, tu vois. Je me serais dit. C'est fou, hein, vraiment, en 2 ans, quoi. C'est allé extrêmement vite. Ouais. Comment tu t'es adapté à ce... Tu vois, quand est-ce que tu t'es dit, bon, bah, en fait, ça va être ça full time tu vois, ouais. Et comment est venu après, comment sont venues les autres briques, donc For You, etc. Ouais. Je t'avoue que j'ai pas de stratégie. Je regarde un peu ce que je kiffe faire et quand il y a un projet qui me plaît, je m'y mets vraiment à fond, je mets tout mon cœur. Et en général, quand même, quand tu t'y mets à fond, que t'es sincère et tout, ça a quand même tendance à bien marcher. Ouais, c'est vrai. Donc, en gros, on va dire, on est début du confinement. Ouais. Tu revenais d'Asie? Alors, ouais, je suis revenu, j'avais voyagé, j'étais parti au Japon et j'ai été vraiment bloqué en France pendant le premier confinement. Et j'avais pas mon ordi. Dur. Je me suis fait chier, mais un truc de fou. Ah ouais. Mais pourquoi t'avais pas ton ordi? Parce qu'en gros, j'étais allé chez des potes, j'étais parti un peu vite. Enfin, j'avais mon PC portable, un tout petit PC, mais je pouvais pas monter ou faire du contenu, tu vois. D'accord. Et à la fin du premier confinement, je me suis vraiment dit, je sais pas, j'ai eu une sorte de révélation. Putain, la vie, elle est trop courte, elle est trop précieuse, il faut que je me donne à fond. Et c'est là où j'ai vraiment commencé le guide ultime. Ok. Ouais. Énorme. Franchement, trop belle histoire. Et quand est-ce que tu te dis, ça peut vraiment marcher? Dès le début, quand on commence à vous contacter? Alors de base, c'était un bouquin. D'accord. Donc c'était un guide de Paris qu'on a auto-édité. Ouais. Et pour la petite histoire, 1 an plus tard, on avait été contacté par Hachette pour être à la Fnac et tout. Donc trop bien. Belle réussite. Et en fait, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Instagram, c'est là où ça a tout de suite pris. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a une opportunité, tu vois. Tu le vois sur les chiffres, tu le vois dans les commentaires, tu le vois dans les messages qu'on reçoit. Et je me suis dit, il faut s'y mettre à fond, quoi. C'est maintenant... Ouais. Donc, t'as pas trop réfléchi. Je pense que c'est un bon enseignement qu'on peut retirer parce que
en fait, faire d'abord, réfléchir après. Ouais, moi je suis vraiment comme ça. ouais. C'est pas toujours bon. Hein. Bah, du coup, j'ai l'impression que Nora, du coup, c'est ça. Ouais. Elle contrebalance peut-être Ouais, ça, ou que, bon, elle a plus de stratégie. Et parfois elle suit bien aussi un peu la pauvre. Moi je suis là, je suis à fond, tu vois, je suis vraiment un gamin sur le contenu, genre faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Ouais. Et en mode non, mais ça, arrête, ça presse pas. Et du coup, comment est venu après il y a un nom, du coup, pour Ouais, tout ce qui touche à For You? ouais, c'est des For You Events. For You, ok. Donc For You en Events. gros, le principe des For You Events, c'est de base, on s'est dit avec du coup Adrien et Nora qu'il manquait d'événements pour que les créateurs se rencontrent. Tu vois, c'était vraiment l'avènement de TikTok et t'avais plein de nouveaux créateurs qui sortaient de nulle part et qui commençaient à percer C'est vrai. et à exister, tu vois. Il y a eu une énorme vague et on s'est dit putain, c'est vraiment trop con, il faudrait faire des soirées, des événements pour que les gens se rassemblent. Donc on a commencé, on était 80 chez une amie, tu vois, c'est un tout petit truc. Après on a été 300 au Pachamama, après c'était la Villette, on était 1000. Attends, j'en ai oublié une. Et je crois qu'il y en a eu 4. Ouais, attends, j'ai un bug. Ah oui, on a été à eSpot aussi. D'accord. Donc ça fait genre 80, 200, 400, 500 et 1000. Et après, du coup, les For You Awards. Hmm. For You Awards, c'était vraiment se dire après les soirées, putain, c'est con, il faudrait faire un événement qui célèbre et qui valorise la création. Ouais. Parce que franchement, tu vois, il y a plein de gens, ils ont vachement de mépris encore vers les créateurs et tu dois le vivre au quotidien, tu vois. En mode, ah ouais, tu fais des selfies et c'est ton travail. Alors que tu le sais, hein, c'est clairement pas ça, ce métier. Et ouais, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'être présent, visible et d'aider les créateurs dans la globalité. Et pourquoi vous n'avez pas fait une agence? Parce qu'on bosse avec Slick. Du coup, Adrien, il a monté une agence qui s'appelle D'accord. Slick. Donc, il est bien sur ce sujet. Ok. Et moi, personnellement, parce que ce qui me passionne, c'est vraiment la création. Je bosse avec des agences ou des clients, tu vois, et je vais vraiment pas cracher dessus. Mais c'est pas ce qui me prend au trip. Ouais. Ouais. Donc, tu as cette conscience, c'est beau, je trouve, parce que c'est un écueil dans lequel on peut tomber de juste voir les opportunités sans forcément se demander si on aime vraiment faire ce qu'il y a derrière ou ce qui permettra d'y donner vie, quoi. Bah, de fou. Toi, tu dois le voir, hein. Je sais pas comment tu le gères, mais moi, des fois, tu sais, j'ai des propositions. Je me dis, ah ouais, non, c'est éclaté. Après, je me dis, ah, le budget, il est pas mal et tout. Et c'est hyper compliqué à trouver l'équilibre. C'est dur aussi parce que, ouais, je pense que, enfin, moi, parce que, mais toi aussi, hein, mais on est engagé. Du coup, c'est toujours un arbitrage. Où là, moi, je viens de refuser un projet en soi très cool. Tu peux en dire plus? Ouais, je peux t'en dire plus. Je pense que je ne serai pas la marque, mais en gros, avec une marque de prêt-à-porter, mais luxe, qui voulait faire une campagne sur, en gros, les personnes fortes. Voilà, je ne vais pas utiliser le terme anglais, sinon on va comprendre qui c'est. Et en fait, moi, je fais toujours des recherches sur le passif de la marque. Est-ce qu'ils sont indirectement ou directement liés à l'exploitation des Ouïghours? Et donc, en fait, ils avaient dit à mon agent qu'ils bossaient plutôt avec les Ouïghours. Et moi, je vois qu'il y a eu récemment des découvertes comme quoi ils utilisent encore du coton issu de la région où sont exploités les Ouïghours. Donc, en fait, qui croire, je ne sais pas, mais j'ai pas envie de prendre le risque. Donc j'ai dit non. Et voilà, c'est... Oui, forcément, tu sais, ma soeur, elle n'a pas compris. Elle a dit, mais pourquoi t'as dit non, c'est une super marque, pour ton image, c'est trop bien et tout. Je fais, ouais, mais en fait, moi, ça me botte pas de donner de la visibilité à une marque qui est indirectement liée à l'exploitation d'humains, tu vois. Et donc, ouais, je pense que c'est à chaque fois être aligné avec soi-même, au fond, et avec ses valeurs. Ok. Tu regrettes pas? Non, je regrette pas. Non, franchement, je regrette pas. Et justement, si je l'avais fait, je pense que j'aurais un peu regretté. Tu vois, en mode... Ouais, donc non, là, je me dis, mieux vaut... Voilà, non, j'allais dire mieux vaut avoir des remords que des regrets, c'est même pas le cas. C'est mieux vaut que j'ai des remords de pas l'avoir fait que de regretter, alors qu'en fait, je savais au fond de moi que... Ça, c'est un truc important, et c'est de suivre son cœur, je pense. Et des fois, c'est pas facile, parce que t'as plein de signaux et tout partout. Ouais, c'est sûr. Et puis même, dans les différents projets qu'on peut mener, et tu nous diras aussi, mais c'est, tu vois, comment toi tu fais pour prioriser? Parce que quand tu te dis, ok, je vais faire Paris-Dakar à vélo, ben tu fais pas de For You Event, le guide ultime, tu peux plus trop tourner de contenu, donc comment ça se présente, comment ça s'organise? Ouais, bah j'essaye de m'écouter, hein, de me dire c'est quoi ce dont j'ai envie maintenant, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et donc aujourd'hui c'était ça, et pareil que toi, j'ai mis plein de choses en pause. Mais je regrette pas parce que j'ai vécu tellement des belles choses, tu vois. Et au final, quand tu reviens, tu reprends très vite tes rênes, les gens ils t'ont pas oublié, tout va très bien. Après, l'avantage aussi que j'ai, tu vois, sur Guide Ultime, c'est que maintenant on est une équipe. Ouais. Et du coup, ça a vraiment changé mon rapport à la création. Le fait qu'il y ait d'autres gens qui fassent du contenu et que le contenu fonctionne, en
en fait, c'est trop bien. Tu vois, t'es en mode. sûr. T'as plus la pression de. Et ça dépend de toi. Ouais. Tu vois, je vois Hugo Décrypte, il a fait ça aussi sur ses formats. Ouais. Et en fait, ça marche bien parce que tant que le contenu est de qualité, oui, c'est vrai. les gens ils restent, même s'ils sont attachés à une personne, finalement très vite ils oublient quoi. Non, c'est sûr. Je pense qu'ils oublient pas, mais qu'ils acceptent le fait que c'est pas. Ouais. Enfin, tu vois, toi, t'as ton compte, et t'as le compte du guide ultime, tu vois, c'est pas. Donc, je pense qu'en effet, les gens acceptent ça. Et donc, du coup, là, quand t'es parti. Juste quoi, tu fais une strat sur les différents restos à tester ou tu fais full confiance à ta team? Ouais, non, je fais assez confiance. En fait, celui qui a repris le contenu, majoritairement, c'est mon meilleur pote, qui est comme moi, il est fan de food et on est parti un peu à la découverte. Je pense que le fait de m'avoir vu m'épanouir et faire du contenu, ça l'a motivé à en faire. Et aujourd'hui, il a ma confiance totale, tu vois, je valide rien du tout. Et ça, c'est trop important, je pense aussi, quand tu bosses en équipe, trouver les bonnes personnes et leur faire confiance. Ouais, c'est sûr. Parce que si t'es là à toujours dire derrière. Après, souvent, tu vois, ils me demandent des petits conseils sur le contenu et tout. Il y a aussi Pauline qui nous a rejoint, donc qui fait des vidéos, mais pas que. Elle est un peu plus jeune, donc elle a aussi un peu plus besoin, tu vois, de feedback. Mais tu vois, elle a fait une vidéo, elle a cartonné. Et c'est quoi votre business model avec le guide ultime? Alors, on fait beaucoup d'abonnements. Ça, c'est vraiment le cœur et c'est trop bien. C'est des gens qui payent autour de 5 € par mois pour avoir accès à moitié prix à 80 adresses dans Paris. Donc t'as des bars, t'as des restos, t'as des bubble tea, t'as des karaokés, t'as des lances de hache, enfin t'as plein de trucs. Et donc ça c'est hyper cool parce que ça nous fait un revenu récurrent. Ouais. Après des fois on lance des petits produits comme les passeports ultimes, tu vois, qui sont des bons boosts en termes de chiffre d'affaires. Et après des fois on collabore, on fait des événements aussi. On a fait un marché de Noël récemment, on a fait un festival de street food en été. Et sinon, on collabore aussi avec des marques influence un peu plus classiques, tu vois. D'accord, ok. Ouais. Et donc là, ça fait combien de temps la société existe? Ça fait un peu plus d'1 an. Tu peux nous partager un peu les chiffres d'affaires au bout d'1 an Alors, la vérité, c'est que j'ai pas totalement les chiffres dessus. Okay. Ce que je peux te dire, c'est que par exemple, les passeports ultimes, 49 €, on en a vendu 1000. Ok. Tu peux faire le calcul. Ouais. Non, c'est cool. C'est cool. Et en plus, c'est diversifié, quoi. Vous reposez pas que sur. Ouais. Enfin, tu vois, je pense que l'abonnement, c'est sûr, c'est récurrent, c'est une valeur sûre, mais d'avoir, de continuer. C'est pas parce qu'il y a un système qui marche, qu'à mon avis, qu'il faut se reposer sur ses lauriers et pas forcément tester d'autres verticales comme vous le faites, quoi. Et puis surtout, moi, c'est ce que je dis à tous les créateurs, il faut pas être dépendant des marques et de vendre sa visibilité. Ça, finalement, c'est con, parce que c'est ce que la plupart font. La plupart comptent que sur ça. Et c'est le truc le plus compliqué, le plus angoissant, parce que demain, tu marches moins bien, t'as moins de valeur. Les marques tu les aimes pas trop mais t'as pas le choix, enfin faut vraiment essayer de vendre ses produits, c'est ce que tu fais très bien d'ailleurs, tu vois, c'est vraiment le côté entrepreneur de la création qui est important à développer, je pense. Ouais, mais c'est après ça dépend de la typologie de produit, mais moi je sais que quand j'en parle avec d'autres créatrices de contenu, je leur dis vraiment réfléchis à 2 fois avant de te lancer dans le textile. Ah oui, mais toi t'as choisi on a vraiment pas choisi la facilité, tu vois. Bien sûr. Et en fait aujourd'hui ça ne me coûte plus. Ça me rapporte. Ouais, bien sûr. Alors... Donc, je le fais clairement pas pour l'argent. Mais c'est parce que c'est un projet qui me tient à cœur, que j'aime construire, j'aime développer. Et puis voilà, c'est une mission. Donc, je pense que ça dépend. Mais en effet, moi, je pense que le service est une valeur plus sûre que le produit. Tu vois, bien sûr. Vendre des produits, je pense que le service, tu vois, ceux qui font des agences, des boîtes de prod, je pense que c'est plus sécure que de l'entrepreneuriat B2 aussi. Surtout quand t'as du produit, c'est physique, donc t'as toujours un souci de scalabilité, t'as du stock, t'as toutes ces galères, t'as la production. Mais bon, voilà, moi après, je pense pas que ça me botterait d'avoir une agence, tu vois. Je n'en tirerais pas de plaisir, donc voilà, faut aussi s'écouter. De toute façon, comme tu le dis, c'est ce qui compte le plus. Et il y a une autre partie de tes activités qui est hyper intéressante. Je sais pas depuis combien de temps tu fais ça aussi, mais le côté rencontre et échange avec des personnes qui ont des histoires de vie assez touchantes, assez singulières. Pourquoi tu as voulu lancer ce format ? J'ai lancé ce format il y a genre 6 mois, un truc comme ça. Parce que j'en avais un peu marre de parler de bouffe en vrai. Ça, c'est vraiment le truc. J'allais te demander, parce que moi j'ai parlé de bouffe au début aussi. J'adore la bouffe, j'adore toujours, mais en fait, à un moment, je suis plus que ça, tu vois. Bien sûr, exactement. Et je crois qu'un jour, on m'avait dit, mais de toute façon, toi, t'es un influenceur food. Et je crois que ça m'avait blessé parce que je voulais faire plus que ça. Et il n'y a aucun souci pour les gens qui sont vraiment passionnés à fond par la nourriture. Et finalement, moi, ce que j'aimais aussi dans le partage d'adresses, c'était aussi les rencontres. Et là, je me suis dit, j'aimerais bien rencontrer des gens. Il y a un Américain qui faisait un format un peu similaire qui s'appelle Hunter Prosper, que j'ai d'ailleurs rencontré parce qu'il est passé à Paris. Et je me suis dit, j'ai trop envie de tenter aussi de faire un truc comme ça. Au début, c'était un peu par hasard, tu vois, j'ai tenté et j'avais pas trop d'attente.
Et ça a trop marché, les gens ils m'ont dit ah putain c'est cool, et moi j'avais adoré le faire. Et du coup pareil, je me suis pas trop posé de questions, j'en ai fait. Et Mais voilà. alors, comment tu trouves ces profils? Parce que j'en ai regardé pas mal, et c'est vrai que pour, pour recevoir des invités chaque semaine sur InPower, pour voilà, rencontrer pas mal de personnes, Ouais. Il faut trouver l'histoire qui touche, il faut trouver la personne qui arrive à bien s'exprimer, Ouais. il faut trouver la personne qui accepte d'être filmée. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de critères en fait. Ouais, c'est clair. Alors, au début, c'était beaucoup moi qui allais dans la rue et qui demandais aux gens. Et je pense que vu que j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré plein de gens différents. J'ai une assez bonne facilité à cerner les gens et voir les sujets qui, je pense, pourraient faire un bon sujet. Après, est-ce qu'ils sont à l'aise au fait de parler? Ce qui est bien, c'est qu'en fait, s'ils te disent non, bah déjà, ça filtre. Mm. Tu vois, les gens qui sont suffisamment ouverts pour répondre à un inconnu. En plus, je pense que je suis un peu nul. Tu vois, je suis là, genre, salut, je fais des vidéos, est-ce que je peux te filmer? La plupart des gens disent non, tu vois, donc ça fait un filtre. Et après, en fait, sincèrement, je suis vraiment intéressé par ce que les gens me racontent. Et c'est ça qui fait la différence, je pense. Tu vois, ils voient que je suis là et que je les écoute et que voilà, je suis. Bah, tu les écoutes, mais tu les filmes. Ouais. Donc, enfin, t'es comment? T'es comme ça et t'écoutes, et en même temps, tu filmes. Ouais, mais attends, je vais te montrer. Tu vois, genre, si je te filmais toi, en gros, je ferais un truc comme ça, tu vois, Ouais. et je te parle comme ça. Donc en fait, aussi, l'objectif, c'est que les gens oublient la caméra, que ce soit vraiment une discussion, tu vois. Ouais. Et si tu fais ça tout de suite, tu vois, c'est vachement Ouais. plus angoissant, Ah ouais, tu vois. c'est sûr. Ouais. Et moi, l'objectif, et c'est ce que me disent les gens, c'est ah Mais ouais. tu peux en parce fait, que t'es grand. Attends, moi je te dis, si je le mets là et qu'on est debout, Ouais, mais à chaque je fois, tu sais, filmerais pas tu- grand chose. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que mes cadres, des fois, ils sont un peu dégueulasses. Tu vois, les gens, ils se demandent. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup plus porté d'attention sur l'échange, la communication, que sur mon cadre. Et en plus, c'est con, mais tu sais, des fois, je sais que je suis pas bien cadré, mais je sais que si je regarde mon cadre, en fait, je perds la Mais connexion oui, avec la personne. moi je suis pareil que toi. Le fond, à Ouais. mes yeux, compte plus que la forme. Ouais. Il y a une vidéo notamment, c'est celle d'un fermier qui a jamais voyagé de sa vie, qui nous racontait un petit peu son regret. Ouais. Tu l'as épinglé, non? De quoi? Tu l'as épinglé? Peut-être, je sais plus. L'agriculteur? L'agriculteur, ouais. Ouais. Et lui, à la fin, je suis vraiment trop mal cadré, genre, il sort du cadre, et pour cette raison, en fait. Ok. Voilà, c'est la petite anecdote. Ouais. Non, mais t'as raison, tu te concentres sur ce que vous avez à vous raconter. Et du coup, tu peux nous dire, par exemple, là, demain, tu te dis que tu veux partager un témoignage, tu fais quoi? Tu vas dans Paris, tu vas dans un quartier, et puis tu vas toquer, entre guillemets, aux portes, ou tu vas arrêter des gens jusqu'à ce que tu trouves Ouais, alors, une personne partante? justement, maintenant, c'est plus cool parce que c'est beaucoup de gens qui me contactent. D'accord. Parce qu'eux, ils ont un message à porter. Mm. Et ça, c'est très très cool parce Ouais. qu'ils connaissent le format, ils connaissent sa démarche. Et il y a un truc de proactivité qui est sympa. Ça m'est arrivé une fois avec une fille que j'avais rencontrée. Je monte mes réseaux et tout. En fait, elle se rendait pas compte à quel point ça allait être visible. Et du coup, elle est un peu gênée. Elle m'a dit est-ce que tu peux supprimer la vidéo? Et bah, bien sûr, tu vois, c'est son droit. Mais là, l'avantage quand les gens ils viennent, c'est que tu vois, t'as plus toute la partie expliquer la démarche, machin à faire. C'est clair. Donc maintenant, c'est plutôt des gens qui me contactent. Mm. Et c'est pas trop dur d'entendre toutes ces histoires, psychologiquement parlant, parce que c'est souvent des trucs un peu lourds. Hein. Ah ouais, bah moi j'aime ça, mais je trouve ça trop intéressant de s'approcher des humains, de comprendre leurs souffrances, tu vois. Moi, ça me... Je sais pas, je trouve ça très très beau. Mm. Et donc, je ressens plutôt une forme de beauté et de plénitude, pas dans la souffrance, mais plus dans la façon dont ils la gèrent et la vivent, ils arrivent à la dépasser. Et non, je suis pas du tout déprimé, au contraire, quand j'entends ces histoires, je suis plutôt après dans un état de voilà, l'humanité est trop belle, il y a de l'espoir partout. Voilà. Donc ça me fait vraiment l'effet inverse que la déprime. Ça me... Ah, c'est beau, hein. Et puis donc apparemment c'est le cas pour d'autres aussi, parce que ça plaît. C'est vrai que t'es un des seuls en France, je pense, à faire des formats un peu comme ça. Du coup, tu t'es vraiment effacé derrière les autres, parce qu'en fait, tu ne te montres même pas dans ces vidéos, quoi. Ce sont vraiment des formats de témoignages. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'on n'a pas parlé d'une activité que tu as, dont je ne serais pas au courant? Il y a un gros projet, ça s'appelle la Creator School, D'accord. qui est une école gratuite pour créateurs. Donc en fait, on va incuber des créateurs qui ont déjà une certaine audience, tu vois, ont plus de 100 000 abonnés. Et l'idée, c'est de les aider à se développer. D'accord. On va avoir un psy, un comptable, un avocat. Et on a aussi, il y aura des masterclass, des workshops, un coworking. Donc vraiment, l'idée, c'est d'aider des créateurs à grandir et à s'épanouir dans le métier de la création. Bah, trop bien, mais pourquoi vous le faites gratuitement? Parce qu'aujourd'hui, on est une asso et que l'objectif, c'est juste d'aider les gens. D'accord. Peut-être demain, ça sera un business. Hein, Non, parce que tu vois, je trouve ça noble et j'encourage, voilà, si on peut faire les choses gratuitement, c'est mieux, mais je trouve que le fait d'investir nous-mêmes dans notre développement, ouais, t'as raison. l'investissement n'est pas le même en fait. Intéressant. L'investissement personnel. Tu vois, même si c'est, je sais pas, 20 € symboliques par mois, Ouais.
En fait, tu sais pas, tu viens quand tu veux. Ouais, De c'est toute façon, intéressant. c'est gratuit, tu vois. Ouais, c'est vrai que On n'a pas le même rapport à la gratuité, franchement. Ouais. Mais de toute façon, dans tous les cas, on voulait mettre une petite adhésion, mais ton commentaire est très pertinent. Donc, je ferai remonter ça à l'équipe et peut-être. Ça vous est venu comment? Qui c'est qui arrive? C'est la même team? Non, Adrien, Nora et toi? c'est une nouvelle team. Ok. C'est des gars qui sont de Lyon et qui débarquent à Paris. Ouais. Moi, ça faisait trop longtemps que j'avais envie de ça. Vraiment, je sais pas, c'est un truc que j'avais en tête. Et j'ai rencontré Grégoire qui a Albert School. Grégoire qui a... Albert School, c'est une nouvelle école qui a été financée par Niel. Ouais, ça me dit un truc. C'est magnifique, c'est au Manoir de Paris. D'accord. Bah, tu passeras, je te ferai visiter. Ouais, avec plaisir. Et en fait, le lieu, il est Et c'est quoi le incroyable. principe? Bah, c'est une école. C'est une école Mais Big Data Business. Une université? Une école Une école post-bac. supérieure, quoi. Ouais, c'est D'accord, ça, ouais. ok. Et en fait, ils viennent d'arriver, ils ont des locaux hyper grands, ils ont de l'espace. Et du coup, nous, on est incubés dans cette école finalement. Ok. Donc, c'est vraiment une opportunité qui a lancé le projet, quoi. Ok, d'accord. Donc vous allez être logés ici pour les créateurs. D'accord, ok. Ça va être assez cool, je pense. Trop bien. Et comment tu répartis ton temps entre toutes ces différentes activités? Ah, c'est une bonne question, hein. Franchement, encore une fois, je pense que c'est une sorte de bordel organisé dans ma tête. Tu vois, j'ai plein de projets et je vois comment j'évolue, mais c'est très random de ouf, tu vois. Genre, mon agenda, il a aucun sens. Je vais te montrer. Montre-nous, qu'on rigole. Tu vois, c'est vraiment ridicule. Et... Ah oui, ça finit tard tout ça, non? En fait, c'est absurde et des fois, c'est pas les vrais horaires. Enfin, c'était quand j'étais en voyage. Ah oui, en plus, c'est décalé, ouais. Et là, tu vois, il y a un peu de bouffe, il y a des rencontres, des voyages, des trucs d'entrepreneuriat, des calls. Non, mais c'est vraiment... ça qui est cool aussi, quoi. Le fait de pouvoir toucher à tout. Ouais, ça, c'est merveilleux. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui te manque? Franchement, du soleil. Et pourtant, il vient de Picardie. Ouais, mais mon père est égyptien. Ah ouais. Je pense que si accepté, fair enough. Ouais, je te jure, je pense que si je changerais un truc, c'est peut-être un peu plus de calme et donc plus des excursions, tu vois, dans le sud de la France. Mais au-delà de ça, non, je suis vraiment très comblé. J'ai trop de chance, franchement. Et est-ce que ça a toujours été le cas? Non, j'ai détesté mes études déjà. D'accord. En fait, j'aimais pas l'école. J'étais pas mauvais, mais j'ai jamais kiffé, tu vois, qu'on m'impose des horaires, tu vois, être là à des endroits, faire ça, être noté. J'étais vraiment pas fait pour ce schéma. Et après, quand je suis à la fac, c'était un peu pareil, tu vois, genre t'avais que des obligations. T'as fait quoi? Éco-gestion. D'accord. J'ai fait un master 2. Et en fait, par contre, quand j'ai découvert l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que ouais, c'était pour moi, quoi. C'était complètement différent. Beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de responsabilité. Mais finalement, les choses, tu les décides et en fait, tu redeviens maître un peu de ton temps, de tes efforts. Et franchement, je changerais pour rien au monde. Non, c'est intéressant comme perspective. Toi, t'es épanoui dans ton travail d'entrepreneur? Ouais, tout à fait. Mais moi, tu vois, là, je disais à Marine avant qu'on commence, elle me demandait si jamais je m'étais reposée pendant les vacances. Et la réponse est non, parce que je déteste ça. Ok. Moi, j'aime beaucoup travailler. Vraiment, je m'épanouis dans l'accomplissement. Ok. Donc, moi, il faut vraiment que je sois occupée tout le temps. Et oui, je suis très épanouie, vraiment. Après, le seul truc que je me reproche, mais que je vais arrêter de me reprocher, parce que ça sert à rien, c'est que j'ai besoin de nouveautés, souvent. Chaque année, j'ai besoin d'avoir un nouveau truc qui me booste, tu vois, qui me motive, parce que ce que j'ai ne me suffit pas, et en ça, je blâme la société, ce qui est pas honnête de ma part, mais enfin, tu vois, je n'aime pas ce côté-là de ma personnalité, tu vois, j'aimerais bien me satisfaire de ce que j'ai. Mais c'est ton moteur aussi, ton insatisfaction. Ouais, j'imagine, c'est sûr, mais je trouve que aussi pour savoir... Après, tu vois, deux poids, deux mesures, le podcast, ça fait 5 ans, je m'en lasse pas du tout, tu vois. Donc, je pense que c'est peut-être aussi... il faut peut-être s'attarder sur ce qui nous lasse, parce que du coup, c'est peut-être pas justement là où on a le plus de valeur ajoutée. Moi, je sais qu'il y a un truc qui me manque, c'est d'écrire. Donc, j'ai prévu d'écrire cet été. Mais tu vois, j'ai pas du tout quelque chose que je peux faire à Paris. Ouais, je comprends. Écrire alors que tu sais que tu as 2 rendez-vous après qui s'enchaînent, que tu vas être en retard, enfin... la paix mentale n'est pas là, tu vois. Bah ouais, c'est clair. Donc voilà. Mais ouais, c'est vrai que j'aimerais bien parfois être plus... Bah tu vois, je me dis, putain, j'ai 25 ans, c'est vrai que j'accomplis déjà pas mal de choses, j'ai encore des choses que je veux accomplir, mais qu'est-ce que je ferai à 40 ans, en fait? Ah, t'as peur? Bah ouais, mais si jamais je suis toujours à la recherche de plus, en fait, quand est-ce que ça s'arrête? Bah après, ça s'arrêtera jamais, tu vois. T'auras beau être Elon Musk, il a encore des rêves, tu vois, donc... Oui, c'est vrai. Ouais. Ça, je pense que c'est pas... Il n'y a pas de limite. En fait, la question, c'est à quel point ça t'impacte négativement. Mais le fait d'être ambitieuse, d'avoir des rêves et de vouloir changer,
ça peut ne pas être un problème si toi tu vis pas comme ça ou si tes proches ne vivent pas comme ça, quoi. Oui, c'est vrai. Ça peut juste être une part de ta personnalité avec toutes les Oui, qualités oui, qui c'est vont ça. avec. Et je pense qu'on apprend à se connaître au fur et à mesure. Tu vois, toi, t'as l'air déjà de bien te connaître, je trouve. Je pense un peu, ouais. Ouais, ouais. Et est-ce que tu penses que le voyage t'a aidé à ça? Complètement. Ok. L'introspection, la méditation, Vipassana. J'ai vu que t'en avais parlé dans un T'as podcast. fait Vipassana? Ouais. Où ça? Dans mon voyage en Asie, c'était en Malaisie. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas écouté le super podcast que j'ai fait avec Cyrus North, que je mettrai dans la barre de description, il en a parlé. Je crois qu'on en a parlé avec Jonathan Lehman aussi. Et en gros, c'est des retraites silencieuses de 10 jours. Voilà, donc raconte-nous, vu que moi je ne l'ai pas fait. Bah, après, moi je recommande plus le vélo par exemple, parce que c'est des trucs un peu plus, tu vois, genre ça va être, je sais pas, 4-5 heures de méditation par jour sur mon vélo, et du coup c'est moins hardcore. Vipassana, c'est un côté très hardcore, qui marche bien parce que c'est vraiment une rupture dans ta vie, et du coup, je sais pas comment, c'est vraiment intense. Moi, je me souviens le premier jour, j'ai chialé à la fin de la première journée. Pourtant, je suis pas trop du genre à pleurer, tu vois. Et il n'y avait pas de raison précise. Juste, je chialais mes émotions et tout extériorisais, tu vois, parce qu'en fait... C'est peut-être une catharsis, hein, c'est pas mal. Ouais, de fou. Non, mais je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Mais en fait, je pense que c'est ça qui est fou dans Vipassana, c'est que tu rejettes tout. T'as un truc où... c'est vraiment ça, tu vois, c'est le let go, c'est ok, c'est bon. Et sans jugement, sans... Tu penses plus à rien, tu vois, t'arrives à sortir tout ce que t'avais en toi. Des trucs un peu enfouis que tu voulais pas trop... t'attarder ou t'arrivais pas parce qu'en fait t'arrives pas à aller assez deep parce que ça te demande beaucoup d'introspection, mais en fait Vipassana c'est ça, c'est beaucoup de réflexion et de temps avec toi-même, et du coup bah, c'est du temps où tu vas en profondeur avec toi-même. T'as trouvé ça douloureux ou pas? Non, je trouve ça chiant. Tu m'étonnes. Ouais, c'est pour ça que moi je préférais faire de la méditation à vélo, parce qu'en fait bah, j'avais plus d'équilibre. Tu fais que ça, tu fais vraiment que méditer du matin au soir, et il y a des moments où tu es vraiment de la plénitude, et il y a beaucoup de moments où tu t'es un peu en combat avec toi-même. Tu vois, où tu es là, tu penses à autre chose, tu te reconcentres, tu repenses à autre chose. Et c'est un peu un combat permanent. Mais c'est cool aussi parce que tu dis, en sortant, je suis capable de faire ça, tu vois. Je pense que t'es sorti de ta zone de confort, quoi. Ah ouais, c'est clairement. clair. Beaucoup plus qu'en voyage, parce que tu vois, en voyage, t'es excité, tu vois plein de choses et tout. Et là, c'était vraiment difficile. Parce que c'était vraiment lié qu'à ta volonté, tu vois. Et je recommande de faire ça. Est-ce que tu peux nous partager un enseignement que tu as retiré de chacun de tes voyages à vélo? Un truc qui revient souvent, c'est la bonté et la beauté dans l'humanité. C'est à chaque fois que je reviens, je me dis, les gens ils sont incroyables. Après, je passe une semaine à Paris, je suis en mode bon. Finalement. Ils sont moins sympas. Mais ouais, ça, c'est toujours le truc qui revient. Les gens sont fous, ils sont d'une gentillesse, d'une ouverture, d'un aide, d'une innocence aussi, tu vois. Il y a plein de gens que tu croises, il n'y a aucun intérêt commercial, aucun jugement. T'es juste toi, tu traverses. Et ils sont heureux, sincèrement, de te voir, tu vois. Donc ça, c'est sur les autres. Et sur moi, c'est ouais, ta capacité de faire des choses, t'en as pas forcément conscience. Et des fois, il faut vraiment être face aux choses pour te bouger le cul, tu vois. Ce que je retiens, c'est une journée où, en gros, j'ai fait 145 km dans le Sahara. Parce que, en gros, le seul hôtel qui était dans la ronde, c'était après avoir dormi dans la station-service. J'ai regardé sur Maps, et le seul hôtel, c'était à 150 km. Donc je suis parti en mode, je sais pas si c'est possible, mais en fait, j'ai pas le choix, donc j'ai juste roulé. Il faisait extrêmement chaud, tu vois, t'es dans le désert, t'as de la ligne droite. 39, 40. Ouais, un truc comme ça, ouais. Et vraiment, ça te tape, tu vois, t'es rouge. Et surtout, le sable est un peu corrosif, tu vois, c'est très sec, t'es limité en eau, et c'est une route qui est droite. Tu vois, t'as vraiment la ligne droite dans le désert. Et en plus de ce que je voyais dans tes vidéos, c'était un peu escarpé, enfin, c'est pas les routes qu'on a, ouais, c'est pas les autoroutes, quoi. Ouais, c'est un peu pourri des fois, ouais. Et en plus, des fois, t'as du vent de face. Enfin bref, vraiment des conditions très challengeantes. Et en fait, j'ai fait parce que j'avais pas le choix. Au début, j'étais dans la souffrance et tout. Et au bout d'un moment, tu fais, mais en fait, tu penses plus à rien. Tu vois, juste tu roules, t'avances. Tu vois, les heures, elles passent. Donc c'est très long, tes lignes droites. C'est la définition même de l'abnégation. Ouais. Là... Et après, t'arrives et t'es trop fier. Tu fais, putain, j'ai réussi, quoi. Et comment tu te sens quand tu ne réussis pas? Ça t'est déjà arrivé pendant un voyage, de connaître un échec, entre guillemets? Bien sûr. C'est arrivé, même dans ce voyage, il y a certaines zones où j'ai fait en transport. Parce que j'en pouvais plus, parce que... Moi, je suis assez sympa avec moi-même. Ouais, t'étais pas là pour être un martyr, quoi. Non, je suis pas là pour la souffrance. Je suis pas venu pour souffrir. C'est beau. Comme veut le même. Non, mais c'est une phrase que j'ai entendue une fois quand j'étais dans le mal et que, je sais pas, je lisais des forums, enfin, tu sais. Et c'était en anglais, mais en gros, elle disait You don't get extra points in life for suffering. Ouais, c'est intéressant. Et vraiment, ça m'a marqué, tu vois. En gros, elle dit qu'elle avait commencé à prendre des médicaments parce que... Ouais. Et en gros, elle s'est dit qu'elle regrettait de pas l'avoir fait plus tôt parce que, donc, traduction,
tu n'as pas de points en plus dans la vie parce que tu souffres. Ouais, de fou. Et c'est tellement vrai, tu sais, parfois on veut juste, je sais pas, on pense que c'est plus noble de rester dans la douleur. Bien sûr. Et non, en fait. Franchement, non. Et t'as beaucoup ce truc de... En fait, si t'as du plaisir, tu dois culpabiliser. Tu vois, c'est beaucoup le cas avec la bouffe. C'est beaucoup le cas avec... Et c'est horrible de se dire, ouais, en fait, comme si tu dois payer ton plaisir avec de la souffrance... tu vois, comme si tu sais, t'avais un truc avec des plus et des moins, et il fallait que t'équilibres, tu vois. Genre, ça, malheureusement, les personnes atteintes de troubles alimentaires l'ont vraiment, tu vois. Moi, je l'avais vécu à un moment. En fait, t'es persuadé que certains aliments, c'est genre le diable, quoi. Enfin, tu vois, mais comment est-ce que tu peux manger du sucre blanc? Enfin, et tu sais, moi, j'étais tellement persuadée du truc, parce que, en fait, oui, fondamentalement, le sucre blanc, ça t'apporte rien. Hein, c'est ce qu'on appelle des calories vides. Mais en fait, après, le plaisir que me procure une viennoiserie est exceptionnel. Et en fait, ça vaut le coup. C'est clair. Le plaisir est en soi est une raison suffisante c'est clair. pour manger, en fait. Ouais, ça peut être une finalité. Ça peut être, voilà, ok, pas tout le temps, pas machin, mais souvent, si t'as envie de te faire kiffer, en fait, oui. Et ça, je trouve qu'on est quand même dans une société où, voilà, les femmes... moi, il y a combien de femmes qui m'ont dit j'ose pas me resservir en public ou j'ose pas me régaler en public. Ou tu sais, quand t'es en date, surtout, tu prends pas les pâtes carbonara, quoi. Bien sûr que je prends les pâtes carbonara. Après, ça, c'est un biais. Les gens, ils pensent trop que les autres ont conscience d'eux autant qu'eux, ils ont conscience d'eux-mêmes. Tout à fait. Et en fait, la réalité dans le monde, moi, je vois surtout quand je suis en voyage où je suis vraiment hyper schlag, tu vois, genre... En fait, les gens s'en foutent, ils sont tous concentrés sur leur vie et ils sont pas là à juger H24. Et puis, même si des gens sont prêts à te juger pour des choses aussi futiles, en fait, il faut que tu acceptes. Et tu dis, fine. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui me jugent dans ma vie ou dans mon quotidien, mais c'est pas important parce que c'est pas. Enfin, tu vois, par rapport à mes valeurs, j'ai l'impression de bien agir. Donc, finalement, ça aussi, c'est un truc très important et que moi, j'ai beaucoup appris en voyageant. Parce qu'avant, je faisais beaucoup plus attention au regard des autres. C'est en fait apprendre à être aligné avec soi-même et être OK si les gens t'aiment pas, te jugent et accepter la vérité qui est que globalement les gens s'en battent la race, tu vois. Et t'es pas si important que ça et ils sont pas là à te juger sur ta coiffure, sur ta manière de... C'est juste toi, quoi. C'est vrai. Et comme je dis souvent aussi, faut arrêter de se juger soi-même pour arrêter de juger les autres. C'est vrai. Et vice versa. Je me suis beaucoup pris la tête sur est-ce qu'il faut arrêter de juger les autres pour arrêter de te juger soi-même? En fait, j'en suis vraiment arrivé à la conclusion que c'était les deux marchaient, quoi. C'est que tu choisisses d'abord d'arrêter de juger les autres, tu verras que tu arrêtes de te juger toi-même, vu que c'est un reflet de l'un de l'autre. Et si toi, tu arrêtes de te juger, de facto, tu arrêteras de juger les autres autour de toi. Et ça, je pense que c'est un des gros fléaux de notre société, hein, le jugement. C'est clair. Il y a un autre truc que je voulais te demander, rien à voir, entre guillemets, mais comme tu bosses pas mal, je trouve, pour et avec des associations, comment tu fais? Parce que tu dois être très contacté, du coup. Parce que voilà, moi je sais que c'est le cas aussi. Pour te dire, en fait, je peux pas aider tout le monde. Ah ouais, c'est super dur. C'est tellement horrible. Ouais, c'est horrible. Il y a des gens à qui j'ai fait des vraies relations, comment dire, des vrais contacts humains en fait. Et c'est des gens avec qui je vais beaucoup m'investir. En fait, j'arrête de m'investir un peu partout. Et surtout, j'apprends, et c'est un truc où j'ai encore du mal. Mon copain me dit beaucoup, franchement, t'abuses. Genre, en fait, des fois, j'arrive pas à dire non. Et en fait, tu sais, je dis oui, mais je repousse. Après, je fais trop mal. Et en fait, les gens sont hyper déçus. Et sont beaucoup plus déçus que si juste j'avais dit non de base, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'il faut que je travaille dessus, en vrai. Donc, je pourrais pas te répondre, je suis nul, tu vois. J'arrive pas à dire non. Et des fois, franchement, les gens, ils forcent un peu. Donc, en plus, pour la cause, pour la cause, c'est horrible. Pour la cause, c'est horrible. Ouais, c'est vraiment... Ouais. Donc, je sais pas. Mais en gros, c'est tu privilégies les relations et les personnes que tu as rencontrées, que tu connais le projet qu'ils défendent, etc. Quoi. J'arrête de dire oui ou pourquoi pas à des nouvelles choses. Je préfère me concentrer sur ce qui fonctionne. Et en fait, c'est ce truc de je serais beaucoup plus fort en m'investissant sur quelques causes et vraiment en donnant toute ma valeur qu'en disant un peu oui à tout le monde et au final de faire pas grand chose et d'être un peu anxieux. Et après, tu vas abuser parce que tu te dis putain, je suis un enfoiré. Je devais aller par exemple à un marathon, c'était un dimanche et tout, j'avais promis, tu vois, et vraiment j'ai fait non, je peux pas y aller, c'est impossible et tout, et je m'en suis voulu, tu sais, parce que j'étais juste tranquille chez moi à bruncher et je me suis dit putain, je suis pas en train de courir pour cette cause. Désolé, je suis malade. Le TikTok, I can't go out, I'm sick. Non, c'est terrible, mais en même temps c'est trop bien parce que les assos c'est quand même des gens souvent assez cool, qui ont des valeurs et tu te sens utile, tu vois, ça c'est un truc. Moi, j'ai fait une vidéo notamment avec un petit qui était atteint d'un cancer.
pour Imagine for Margot. C'est une asso qui est très cool et qui aide des jeunes atteints de cancer. Et moi, c'est une vidéo, elle m'a fait trop du bien, tu vois, de pouvoir parler de ça, de pouvoir rencontrer la mère, ça m'a trop touché, quoi. Moi, ça m'a trop touché. Rien d'en parler, j'ai les frissons. Je me souviens, le petit, il dit au moins, je me dis que c'est pas mes amis qui ont eu le cancer, c'est moi et tout. Genre, mais tellement, à 9 ans, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, trop chou. J'ai envie de te poser une question que tu poses dans certaines de tes vidéos. Quelle a été la plus grande épreuve de ta vie ? Je pense que ça a été d'accepter que j'étais différent et d'embrasser ma différence. Tu vois, pendant longtemps, j'ai essayé d'être dans le moule pour plein de raisons différentes. Et en fait, pour plein de raisons, je suis pas comme tout le monde. Et alors, pardon, je t'arrête, mais qui est comme tout le monde ? C'est ça le truc. C'est que je pense qu'on est tous... en fait, on a tous l'impression de devoir être dans un moule. En fait, on se rend tous compte qu'on est différents, en fait. Et c'est trop bien de célébrer nos particularités, quelles qu'elles soient dans l'orientation sexuelle, dans les opinions spirituelles, dans... je sais pas, dans ce que t'aimes faire, dans ce que t'as envie de faire, dans ta carrière, dans tes passions, dans qui t'as envie de fréquenter. Et moi, le fait de m'être vraiment accepté dans tout ça, ça m'a vraiment aidé à être plus heureux et je pense que ça rend les gens autour de moi plus heureux. T'as eu du mal, je sais pas si t'as fait un coming out ou si... Enfin, je sais pas. Est-ce que tu l'as toujours su ? Est-ce que... En fait, ça dépendait vraiment des gens. Je pense que je suis assez pudique sur ma sexualité, donc j'en parle pas forcément à tout le monde. Mais ça a pu être difficile avec des personnes à des moments particuliers. Mais aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins parce que je suis que entouré de gens que j'aime profondément, qui ont mes valeurs. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Tu vois, si des gens sont prêts à te juger pour ta sexualité, c'est que c'est cool. C'est cool et en fait, tu gagnes du temps à pas les fréquenter. Ouais, c'est vrai. Mais bon, j'ai reçu la semaine dernière Gad Elmaleh, qui n'a pas fait de coming out, c'est pas ça que je vais annoncer, mais qui a souhaité se convertir au catholicisme et qui vient d'une famille juive hyper pratiquante, tu vois. Ouais. Et en fait, tu vois, ses parents n'ont pas accepté. Et tu vois, on pourrait se dire, voilà, fine, au moins il s'est rendu compte qu'en fait ses parents c'est des connards, mais en fait c'est plus complexe que ça, quoi. C'est que, en fait, ils avaient l'impression que leur fils reniait son identité, ses racines. Et c'est vrai que c'est toujours très complexe, je trouve, surtout quand c'est des religions ou des cultures où en fait c'est plus normé, tu vois. Nous, en Occident, ça, il y a quand même la liberté est quand même plus grande. Moi, je dirais qu'il faut jamais prendre les choses personnellement. Tu vois, que ce soit de tes parents, de tes amis, si les gens sont pas d'accord avec tes choix, qu'il faut garder une forme de tolérance, c'est hyper important, mais que malgré tout, tu es responsable de ta vie. Et je pense que tu dois à toi-même d'être le plus heureux et le plus épanoui possible. Donc ça peut être des choix, ça peut être aussi s'affirmer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus de mal à s'affirmer. Je connais pas la situation de Gad Elmaleh, mais si lui, c'est profondément ce qu'il avait besoin, je pense qu'il a dû te le dire, qu'il était heureux d'avoir fait ce cheminement, quoi. Oui, c'est vrai. C'est réussir à se placer en priorité, en fait. Alors, c'est ça qui est intéressant. Faut pas que je pense pas que ce soit égoïste d'être soi-même. Parce qu'après, mais je pense pas que se placer en priorité, c'est être égoïste. C'est la théorie du masque à oxygène, quoi. Tu peux pas aider les autres si tu n'aides pas d'abord toi-même. Ah, intéressant. Je connaissais pas. Tu connaissais pas la théorie ? Non. Mais ouais, je suis profondément convaincu de ça. Je pense qu'il faut être bien avec soi et c'est comme ça que tu rends les gens autour de toi heureux, quoi. Est-ce que tu as un prochain défi, je veux dire sportif, je sais pas si c'est le terme, mais un défi que tu vas te fixer ? Alors là, j'aimerais bien vraiment aider des nouveaux créateurs à percer. Tu vois, ça serait vraiment une bonne réussite. Donc c'est d'où la Creator School. Exactement. Elle va être lancée quand ? 2 janvier. D'accord, donc la semaine prochaine, quoi. Ouais. Ok, trop bien. Et sinon, perso, j'aimerais bien aller jusqu'en Afrique du Sud à vélo. Pour vraiment faire Paris-Johannesburg à vélo. Est-ce qu'à chaque fois c'est une distance plus longue que la précédente ? Pas forcément. Non, je sais pas, c'est vraiment... Parce que là, c'est je sais pas combien de kilomètres, ouais, mais c'est très long. C'est à 4-5 chiffres. Ouais. Et ça se trouve, je le ferai pas. Hein. C'est pas un objectif... Tu vois, je suis pas en mode... Si j'ai pas fait ça... Ouais, je sais même pas si c'est un rêve, c'est une idée. Ok. Voilà. Toi, t'as des objectifs vraiment fixés, genre... Non, c'était plus par rapport au fait que tu fais souvent, du coup, ces défis, voyages. Tu vois, je me dis, est-ce que t'as toujours en tête la prochaine ? Moi, c'est écrire à nouveau. Franchement, pour l'instant, c'est que ça. Et je sais pas si... J'ai pas de... Tu vois, même en termes de... En fait, de par mon engagement aussi pour l'environnement, j'ai beaucoup relativisé l'exploration. Et je pense que on nous le fait beaucoup... fantasmer en grandissant, les séries, les films nous font rêver. Et perso, moi, je sais que... Alors,
peut-être que c'est parce que j'étais jeune, etc. Mais j'ai fait quelques voyages avec mes parents quand j'étais enfant. Tu vois, je suis allée en Égypte, j'ai fait les pyramides de Gizeh et tout. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai eu une poussière dans l'œil. Ouais. Ça m'a niqué mon après-midi, tu vois. Juste pour dire que je sais pas si c'est une question de sensibilité ou quoi, mais en fait, moi, j'ai souvent dit ça, je préfère aller voir ma grand-mère dans le sud de la France que d'aller au bout du monde. Et donc, en fait, j'ai un peu accepté le fait que je voyagerai plus, sauf quand c'est nécessaire. Ok. Donc en gros, mais tu vois, nécessaire qu'on s'entende, hein, j'accepte que c'est encore un loisir, tu vois, je vais aller voir ma soeur jumelle à New York cette année, je pense qu'elle bosse là-bas. Non mais voilà, j'irai la voir une fois. J'ai été à Washington déjà en 2022 pour le lancement du livre de Michelle Obama. Et voilà, donc quand j'aurai des occasions qui se présentent, j'ai pas non plus envie de me fermer la porte, mais c'est vrai que moi maintenant, j'en suis arrivée au stade où je culpabilise, tu vois, de prendre l'avion. Ok. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai plus de rêve de oh là là, qu'est-ce que j'aimerais aller là-bas et qu'est-ce que j'aimerais aller là-bas. Bah, en fait, non, parce que j'ai pas envie de contribuer à niquer la planète, quoi. C'est quoi la chose qui te fait le plus culpabiliser? Écoute, je dirais qu'il y en a deux. La première, c'est de pas être sympa avec ma mère, mais parce qu'on s'entend pas bien. Et qu'en fait, elle. Tu vois, je me force à l'être et en fait, au bout d'un moment, elle me sort tellement de réflexions insupportables que tu vois, je redeviens pas sympa. Mais après, je m'en veux. Et sinon, c'est envers moi-même. Je peux vraiment beaucoup m'en vouloir. Mais parfois de conneries. Hein. Mais tu vois, genre... je le partage parce que c'est drôle et on veut du vrai. J'ai fait un reel juste avant les fêtes sur, en gros, les top 5 aliments à éviter pendant les fêtes. Ouais. Et en fait, j'apporte des assiettes où il y a marqué culpabilité, restriction, etc. Et en fait, Insta a bugué. Et en fait, mon texte à la fin, il n'apparaît pas, ou genre dans les 2 dernières secondes. Et donc, en fait, tu sais, j'ai les bras en l'air comme ça. Ouais. Et en fait, rien n'apparaît. Ok. Et genre, j'ai saoulé ma sœur pendant 24 heures avec ça. Ah ouais. Voilà, tu vois, je vais vraiment réfléchir à pourquoi je m'en suis pas rendu compte avant, pourquoi j'ai pas supprimé et refait, pourquoi. Mais tu sais, alors que c'est objectivement, je sais que c'est pas grave, mais moi, juste quand je fais des erreurs, je m'en veux énormément. Ah, c'est intéressant, ouais. Et voilà. genre, c'est resté, et puis c'était partagé au monde, donc tu voyais l'erreur. Et c'est ça, c'est ça. Et puis vraiment, je m'en veux, en fait, d'être bête, tu vois. Genre, alors que, bon, en plus, en l'occurrence, c'est pas ma faute. Parfois, ça peut être ma faute. Tu vois, je fais une faute d'orthographe. Pareil, pendant 2 jours, je vais ressaser le truc, tu vois. Ouais, mais je pense que là-dessus, il faut se pardonner. Tu vois, tu peux pas être parfaite. Et puis surtout, c'est pas des choses qui vont changer ton existence. Tu sais, il y a ce truc de... Est-ce que si dans un mois, tu penses encore, ça vaut le coup de s'emmerder pour ça, mais si en fait dans un mois ça aura aucun impact sur ton existence, ça sert à rien de penser. Je sais pas, en fait, genre t'as grave raison, et pourtant quand je le ressens, cette sensation, je sais pas, c'est presque cynique, c'est presque de l'autoflagellation, mais voulu, tu vois. Genre j'en tirais une certaine... Une forme de... Peut-être, je sais pas si c'est un pas plaisir, de plaisir, mais en tout cas tu l'as bien mérité, tu vois. Ouais. Ce n'est que justice. T'as pas été au top du top, donc c'est bien ta faute et tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Ouais. Et genre comme si j'avais besoin de le ressentir, tu vois. Ouais. Cette espèce de culpabilité. Mais c'est aussi un peu ton moteur, j'ai l'impression, cette ambition et cette envie de qualité, tu vois. Bah sûrement, tu vois. Et puis en plus, voilà, ça c'est pas non plus... ça n'impacte pas ma vie au quotidien, tu vois. Mais voilà, en tout cas, pour répondre à la question, c'est sûr que je passe plus de temps à être insatisfaite, moi, que satisfaite. D'accord. Ouais, tu dirais que... Ah non, je suis plus satisfait. Ok. Ouais. C'est cool. Après, il y a quand même ce truc d'ambition où, tu vois, si des vidéos ne marchent pas trop et tout, je serais quand même en mode machin. Mais je sais célébrer quand il y a une réussite. En tout cas, dans ma tête, tu vois. Ouais. Je me dis, je suis fier de ça. Et souvent, ce que je fais, en fait, c'est un contenu avant de le publier. Je me dis, ok, à cet instant T, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que j'en suis heureux? Est-ce que j'en suis fier? Et si la réponse est oui, j'essaie de garder cette émotion, peu importe le résultat, tu vois. Que ce soit pas trop biaisé par rapport à... C'est marrant parce que moi, je me suis juste dit ça pour mon livre. Ok. Je me suis vraiment dit, d'ailleurs, c'est une citation que j'ai fait illustrer derrière moi, nourrir son âme, pas son ego. En fait, c'est vraiment... Ce livre, je l'ai écrit pour nourrir mon âme, pas mon ego. Donc en fait, s'il marche pas, tant pis. Bah ouais, c'est bien. Moi, je suis fière de ce que j'ai écrit. Ouais. J'ai aimé le faire et c'est ce qui compte le plus. Et ça, dans nos métiers, c'est trop compliqué, la gestion de l'ego. Ça peut très vite être de l'ego trip de fou. De ouf. En même temps... De ouf. Ouais. Moi, je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. Franchement, évidemment, on en est tous victimes. Mais moi, les chiffres, c'est tellement pas mon truc. Moi, les stats, je regarde jamais. Enfin, et pourtant, je peux pas dire que je m'en fous, tu vois. Ouais, ce serait mentir de... Non, ce serait mentir. Ouais. Et en fait, ça me désole. Ouais. Tu vois, d'admettre qu'en fait, on est obligé de s'en soucier. Ouais.
ça me désole, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est une performance comme une autre, tu vois, en fait. Mais en fait, qu'elle soit mesurée... En fait, ce que je trouve bien, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne prend pas un contenu dans sa singularité pour juger le travail d'une personne. Ouais. Si tu vois, je pense que toi, aujourd'hui, les gens, Victor Apchi, c'est tout ce que tu fais qui fait qu'on t'apprécie. Ouais. Et c'est parfois ce que j'essaie de me rappeler, tu vois. C'est pas parce qu'il y a un contenu où peut-être, je sais pas, j'étais un peu à côté, ou... Tu vois, moi, j'aime innover, donc j'essaie différentes choses. Ouais, c'est bien de s'en rappeler que c'est pas... Même Voilà. si ça bite, ça veut pas dire que t'existes plus. Voilà, et et c'est pour, voilà, ce que je dis, ce que je partage, que peut-être on va apprécier ce que je fais. Mais c'est vrai que... Ouais, j'aimerais qu'il n'y ait pas les chiffres, mais c'est pas possible, quoi. Et ce qui est fou, toi, je pense que ça va, et moi, ça va aussi parce qu'on est un peu plus installés. Mais tu vois, pour plein de gens, ils ont vraiment le sentiment de remettre leur titre en jeu à chaque nouvelle vidéo. T'imagines, tu vois, je sais pas si les gens se rendent compte, mais genre, t'es comptable. C'est comme si tous les matins, c'était pas sûr que t'étais compétente en comptable. Tu vois, et tous les jours, il fallait que tu remettes en répondant à des questionnaires, en faisant des tests, en montrant que t'es... ton diplôme sur le tapis, quoi. Et la course à la performance, elle peut être très vite extrêmement angoissante. Et elle peut être nocive. Extrêmement, c'est un truc de ouf. Elle peut être nocive, vraiment. C'est pour ça que moi, j'encourage pas tout le monde à ne vivre que de ça. Et je comprends qu'il y en a qui font ça comme un hobby, tu vois. C'est qu'au moins, comme un hobby, tu peux continuer à faire vraiment ce qui te plaît. Mais encore, tu vois, j'ai envie de dire, j'ai des amis qui sont pourtant pas créateurs ou créatrices de contenu et qui franchement se soucient plus des likes et des commentaires que moi. Mais genre vraiment. Mais c'est à tous les niveaux. Hein, parce que fou, hein. moi, ça m'étonne pas. Parce que eux, tu vois, leur ratio, c'est, je sais pas, entre 100 et 500 likes. Et en fait, ils diront 100 likes, j'ai sous-performé, 600 likes, c'est génial. Et t'as aussi ce rapport à l'ego qu'on a tous, tu vois. T'as une photo de toi, t'es liké, t'es valorisé. T'écris un post, t'es liké, t'es valorisé. C'est très dur de prendre la distance par rapport à ça. Ouais. Tu penses au... T'avais vu l'épisode de Black Mirror où, tu sais, les gens étaient notés socialement, je crois que c'est le seul que j'ai vu. Ouais. Tu penses un jour, on pourrait arriver à ça? C'est déjà un peu le cas, hein. Tu sais, les algorithmes, ils nous notent et montrent notre contenu en fonction de notre notes, en fait. On est tous notés par les réseaux. Ouais. Et même sur Tinder, t'es noté en fonction de ta beauté et de ton attractivité. Donc en fait, c'est pas visible, mais c'est le cas. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est inquiétant. Ouais. Mais tu connais pas Favicon? Ça me dit un truc? Favicon, c'est un site qui te donne ta note en tant que créateur. Ah bah non, je connaissais pas. En fait, il prend toutes tes datas et te dit, toi, t'es un 3 sur 5, tu vois. Mais quelle horreur! Mais t'es allé voir? Ouais, je suis allé voir. Je te demanderai pas un combien t'es parce qu'après, les gens vont... J'ai juste regardé le guide ultime, mais après, le guide ultime, c'était un moment performé, donc il y avait une bonne note. Mais tu vois, ça peut être hyper malsain, ouais. Et en plus, moi, c'est vraiment tout le thème de mon premier livre, peut-être des prochains, mais c'est où est-ce que repose notre valeur, en fait. Donc le premier, c'était sur le fait qu'elle ne repose pas dans notre genre, et notamment dans la performance du genre, de la féminité. Mais d'un côté, si, c'est vrai qu'elle repose un peu dans ce qu'on fait, tu vois. Mais de là à le noter, en fait, je trouve que c'est... Ouais. Bah non, en fait, tu vois, je dis ça, mais je pense que beaucoup de gens vont se dire, mais non, Louise, elle repose dans ce qu'on est. Et moi, c'est encore ce que j'ai du mal à vraiment ressentir. Toi, tu fais une différence entre qui tu es et ce que tu fais? Oui, parce que, par exemple, si je m'aimais vraiment pour qui j'étais, et non pas pour ce que je faisais, je pourrais m'aimer autant si je ne faisais rien. Or, je ne m'aime pas quand je ne fais rien. D'accord. Donc mais peut-être parce que moi, mon faire est étroitement lié à mon être et que voilà, fine. Genre, c'est moi, tu vois. Mais je sais que une grande partie de ma confiance en moi et de mon amour pour moi a été basée par l'accomplissement. Et que sinon, j'ai l'impression Enfin, tu vois, ah ouais. Sinon, j'ai l'impression d'avoir moins de valeur, en tout cas, tu vois. Ah, c'est intéressant, ouais. Toi, si demain, tu perds tout, tu t'aimes pareil? Alors déjà, ça dépend de ce que tu mets, si tu perds tout. Pour moi, l'essentiel, c'est les gens, tu vois. Donc si je perds les réseaux, déjà, je perds pas tout. Oui, c'est sûr. Je veux dire, perdre tout ce que tu as construit, en fait. Ah. Tu perds tes boîtes, tu perds tes réseaux, tu perds... voilà, et tu gardes, en effet, tes proches. Je pense que ça serait pas facile, parce que j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, mais que ça serait une forme de renaissance qui pourrait être intéressante. C'est vrai. Ça, c'est un truc, tu sais, dans tous les gens que j'ai interviewés, souvent, enfin même tout le temps, je crois, ils me disent toutes les épreuves très difficiles qu'ils ont pu vivre. En fait, à chaque fois, ils en sortent en mode, écoute, je dis pas que je suis heureux d'avoir vécu, mais je suis tellement plus fort, j'ai tellement passé une étape de ma vie grâce à ça, que faut aussi voir, je pense que la vie est bien faite pour ça, tu vois, quand tu vis des trucs difficiles, après t'arrives à grandir. En tout cas, dans les gens que j'ai interviewés, je sais pas si c'est une réalité. En fait, c'est juste le terme, la vie est bien faite.
Ah. Moi qui me dérange. Non, la Je vie, peux elle est pas bien comprendre. faite. Il y a tellement d'inégalités dans ce monde. La vie n'est pas bien faite. En fait, c'est une question qui est assez intéressante et qui est effectivement difficile. Tu peux pas, pour les gens qui vivent des choses difficiles, tu peux pas les voir en disant quand même la vie est bien faite. Mais moi, ce que j'ai vu, en tout cas des gens que j'ai témoigné, je sais pas si ça correspond à toute la population, mais on peut dire, je sais pas, j'ai 50 expériences, que quand même, les gens qui ont vécu des choses difficiles, c'est pas un équilibre, mais il y a quand même quelque chose de positif qu'ils arrivent à en sortir. Oui. Non, là, je suis d'accord avec toi. T'as deux choix, en fait. C'est soit ça t'abat, soit tu arrives à te relever et à ce moment-là, ça te renforce. Ouais, et là, t'as raison là-dessus, c'est un biais, parce qu'effectivement, les gens que j'interviewe, bah, c'est les gens qui sont pas abattus. Parce que les gens qui sont abattus, ils vont pas en parler, quoi. Oui. Ça se trouve, ils sont plus là. Ouais, tu bien vois, sûr. Et ouais, après, ça reste des belles... Enfin, c'est cool que tu les interviews, ceux qui s'en sont sortis, parce que en fait, c'est un peu comme les podcasts, on apprend par procuration. Donc je trouve qu'avec tes témoignages, on apprend un peu par procuration, quoi. Tu te rappelles que la vie est courte, et puis ouais, que en fait tout peut s'arrêter, et que du coup peut-être ça peut te mettre... Ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, tu sais, les personnes qui tu me diras d'ailleurs si jamais t'as frôlé la mort, mais les personnes qui touchent du doigt la mort, Ouais. en fait, ils ont tellement d'awakening, tu vois, de c'est prise de clair. conscience Ouais. qu'ils n'auraient pas eu sinon, que tu Ouais. te dis presque qu'un jour t'as envie de la frôler Ouais, c'est vraiment... pour que tu te rendes compte vraiment du sens de la vie, tu vois. Toi, tu penses que si tu frôlais la mort, tu envisagerais le monde Et différemment? écoute, je me suis posé la question Ouais. avant de sauter en parachute, Ok, que j'ai fait pour ma bucket list, ok. pour dépasser ma plus grande peur. Parce que vraiment, encore 6 mois avant, je disais, mais vous me payez, je le fais pas en fait. Ok, d'accord. Et vraiment, avant de sauter, je me suis dit, bon, Louise, là, it's time. Si tu... Je sais pas, si tu meurs, est-ce que tu aurais des regrets? Et franchement, globalement, j'en avais pas, tu vois. Ça veut dire que t'en avais. Non, alors en fait, c'est que j'en avais, mais sur des trucs que je pouvais pas contrôler. Ok. Donc, typique sur mon anxiété, sur des trucs qui m'ont un peu pourri, tu vois. Mais j'aurais pas tellement pu le changer. Et je me suis dit que, en tout cas, je m'étais écoutée à chaque étape. Mais alors, moi, c'est un truc par rapport à ma sœur jumelle, tu vois. C'est vraiment, tu vois, rien d'en parler là, j'ai envie de pleurer. C'est qu'on s'est toujours dit, si l'une de nous meurt, je me suis juste dit, je peux pas laisser Camille derrière, tu vois. Ah ouais. Si elle, mais moi, ma vie s'effondre. En fait, je veux pas entendre d'histoire de la vie, elle est bien faite. C'est Ouais. genre, et là, en plus, elle me rend chèvre. Parce qu'à New York, elle vit sa meilleure vie. Elle est totalement insouciante. Elle a sauté en parachute, elle a sauté en élastique. Elle adore les attractions. Enfin, franchement, moi, je Ouais. vis comme ça. Et ouais, ça, c'est juste le truc horrible, quoi. Mais pourtant, ta sœur, elle t'aime pour qui tu es plus que pour ce que tu fais, j'imagine. Oui. Et ça a l'air d'être la personne qui est la plus importante pour toi, j'ai Ouais. l'impression. Ouais, Et malgré tout, c'est... Oui, mais parce que c'est pas parce qu'elle m'aime pour qui je suis, non pas pour ce que je fais, que c'est mon cas. Tu vois. Ouais, ok. Mais là où t'as raison, c'est que moi, je l'aime pour ce qu'elle est et non Ouais. pas pour ce qu'elle fait. Ouais. Donc c'est là où t'as raison. Et en effet, parfois, ça me fait prendre du recul. Mm. Mais ouais, je pense que moi, j'ai trop associé. Tu vois, mais je le dis d'ailleurs dans la dernière page de mon livre, je dis j'ai réussi à réaliser que ma valeur ne reposait pas dans le paraître. Mm. Il me reste encore à réaliser qu'elle ne repose pas dans le faire, mais dans l'être. Ok. Donc tu vois, théoriquement, je le sais. Dans les faits, c'est une autre histoire. Ouais, et puis encore une fois, faut pas se mettre trop la pression. T'as toute la vie pour réaliser ça et de tes expériences. C'est clair. Donc c'est cool aussi le chemin, quoi. T'as frôlé la mort, du coup? Non, je crois Ok. pas. Enfin, pas à ma connaissance. Bon, t'as failli à plusieurs moments quand même au Sahara. Là, je te voyais avec les facoches. Ouais. Non, mais ça va. En tout cas, j'ai pas eu de moment où je me suis dit, ça y est, c'est fini, quoi. Ouais. Ok, bon bah écoute, je vais te poser les petites dernières questions du podcast. Déjà, j'ai envie de savoir s'il y a une ressource que tu aurais à nous recommander, que ce soit un film, un livre, un podcast. Alors, récemment, en plus à parler de tout ça, j'ai offert à un pote L'art subtil de s'en foutre. Ah oui, Ouais, que j'avais lu à une c'est époque. Mark Manson, non? Ouais, je crois. Et que du coup, j'ai relu un peu avant de lui offrir. Et je trouve ça vraiment trop drôle. Je trouve ça hyper agréable la façon dont c'est écrit. C'est très divertissant en fait. Tu vois, ça pourrait être très moralisateur, mais c'est vraiment fait d'une manière vraiment cool. Ok. Donc ça en bouquin, c'est chouette. Aussi dans mon voyage, là, j'ai lu Shoe Dog, le bouquin Oui, de L'art de la Nike. victoire, Ouais, qui alors traduit pas du tout la même façon. Hein. Et j'ai beaucoup aimé l'art de la victoire, mais Ouais. c'était il y a 5 ans avant que j'apprenne que Nike était impliqué dans le scandale des Ouïghours. ouais. Et ça d'ailleurs, c'est terrible parce que j'ai lu ça et je me suis dit trop bien, je vais m'acheter des Nike. Je me suis acheté des Nike et je suis allé chez des gens qui fabriquent des chaussures. J'ai dit, ah putain, je suis désolé, j'ai des Nike. Et ils m'ont expliqué pourquoi aujourd'hui Nike, c'est
c'est un peu de la merde, quoi, faut dire la vérité. Et dommage, néanmoins, vie très inspirante. Ouais. Bon, ça montre qu'aujourd'hui, c'est pas forcément les valeurs qui partagent dans son bouquin, tu vois. Lui, ce qu'il voulait, c'était la qualité, c'était un savoir-faire. Oui, c'est sûr. Je pense que quand t'atteins ce... Enfin, en fait, ils sont pas du tout excusables, mais c'est vrai que quand t'atteins ce stade, en tout cas, le fondateur n'a plus tellement la main sur qui sont les sous-traitants, quoi. Ouais, je sais même pas, peut-être les morts. Hein. Non, il est pas mort. Ok. Oui, Ouais. parce qu'il nie. Il nie le fait que Nike travaille avec des usines Ouïghours. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, je me suis renseigné. Ok, bon. Et toi, c'est quoi ce que tu recommandes? Alors, moi, ce que je recommande, t'es le premier à me poser la question, mais écoute, en ce moment, parce que sinon, j'ai fait une vidéo YouTube que je vous invite à voir où je recommande les 5 livres qui m'ont le plus marqué. Mais sinon, en ce moment, voilà, j'ai quasiment terminé une vie de philosophie de Marie Robert, que j'ai reçue sur le podcast. Ok. Philosophie is sexy. En fait, elle a un compte Instagram qui s'appelle Philosophie is sexy. D'accord. Elle est philosophe, elle a écrit pas mal d'ouvrages et elle a créé pas mal d'écoles Montessori. Ok. Et en fait, elle a fait une compile de beaucoup de ses légendes Insta, parce que chaque jour, elle écrit vraiment un vrai texte. Ok. Et elle en a fait un livre. Et j'aime beaucoup. En Ok. fait, je me suis rendu compte que j'adorais la philo. Je me tâte à reprendre des études de philo. C'est vrai? Ouais. Tu trouvais le temps? On trouve toujours le temps pour ce qu'on a envie de faire. C'est vrai. Et vraiment, j'aimais chaque soir me dire, je vais... En fait, j'aime me poser des questions. Et elle invite vraiment à ça, sans moraliser. Moraliser, ça se dit? Ouais, je crois. Ouais. Sans moraliser. Et puis voilà, c'est très inspirant. Donc moi, je recommanderais ça. Ok, très bien. Merci pour Voilà. la reco. Ensuite, si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que ce serait? En ce moment, c'est Orelsan. Ok. Je sais pas si on te l'a déjà dit, mais j'aime trop sa carrière. Et puis, tu sais, avec le documentaire et tout. Ouais. Trop intéressant. T'es allé voir son concert, je crois, non? Ouais, j'étais invité, c'était trop cool. C'était vraiment fou. T'étais invité par qui? Par Paris La Défense Arena. Ariana, d'accord. Donc Ouais. t'as pas de contact de la team d'Orelsan. J'adorais, moi, faire une interview d'Orelsan. Mm. J'ai fait Kian Kojandi, qui était un peu un maître à penser. Ouais, J'étais trop content. j'étais là. C'était cool, hein. Ouais, c'était très cool. Et j'avais interviewé du coup en vidéo, j'avais fait une petit format comme je fais d'habitude. Mais ouais, j'avoue, Orelsan, si t'arrives à l'avoir, Mm. ça serait fou. Ouais, ce serait bien. Mais c'est des mecs tellement pas... Ouais, je pense qu'ils sont tellement Ils inaccessibles. sont pas médias, quoi. Mais bon, après, c'est des histoires de rencontres, donc on ne perd pas espoir. On Ou perd sinon, pas espoir. Kian Kojandi, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, qui est trop fort. C'est vrai. Et qui a été je l'ai trouvé très vulnérable dans le bon sens du terme. Ouais, il a vraiment déconstruit un peu, tu sais. Mm. Ouais. Il a apporté beaucoup, je pense, là-dessus, sur capacité à s'ouvrir. Et du coup, voilà, il m'a fait son numéro, on s'est appelé. C'était assez incroyable, tu vois, parce que je suis pas très fan des gens, mais lui, c'est vraiment, pour le coup, je suis archi fan, tu vois. Donc, t'es en face de quelqu'un que tu t'admires, que t'as suivi depuis des années, et tu vois, t'es là, il pose des questions, et tu vois, lui, il te parle comme à son égal, tu vois. Et il dit, mais j'ai vu tes vidéos. Et c'est ça aussi, en fait, il est abonné à moi sur TikTok, et du coup, ça a aidé à créer le lien. Ouais, Et ouais, franchement, c'était dingue hein, de rencontrer ces idoles, c'est fou. c'est clair. Mm. Moi, c'est le jour où je recevrai Emma Watson que je me dirais ça. C'est vrai? Ouais. Ah, toi, c'est ça ton idol goal? Ouais, elle et Michelle Obama. Ok, d'accord. We're working on it. Et en France? J'aimerais bien voir Marion Cotillard. Ok. Tu sais qu'elle est abonnée à moi sur Instagram? Moi aussi. Oh, high five. Ouais, bon, au-delà du fait que ce soit une très grande actrice, elle est très engagée Mhm. et elle a pas peur de le dire. Ouais. Et ça a été une des premières actrices à le faire. Tu crois pas que c'est le futur, justement, les gens qu'on Si. a. Ouais. Je pense que sinon, on trouvera que c'est des lâches. Ok, ouais. Moi, c'est mon avis. Hein. Mais bon, après, c'est quand même des gens qui prennent moins de risques. Je peux pas tellement leur en vouloir, tu vois, de pas s'engager, parce que c'est tellement plus simple, en fait, de ne rien dire, et du coup, tu rassembles Ouais, et les gens de droite et les gens de gauche, les gens pour la planète et les gens qui s'en foutent, enfin, tu vois. ouais, c'est clair. Tu dis, moi, mon travail, c'est d'être comédien, et le reste, mais c'est se Voilà. déresponsabiliser d'une force. Tu vois, je pense. Voilà, mais c'est comme les créateurs de contenu, on pourrait dire mon but c'est juste de créer du contenu. Mhm. Bah oui, enfin moi mon but c'est d'avoir un impact sur la société, sinon à quoi bon, tu vois. C'est ça ton objectif final? Ouais, moi c'est de faire bouger les choses. Ok. Genre c'est ça qui me nourrit le plus. Ok. Donc tu vas faire de la politique? Écoute, c'est ce que la médium qu'on avait à notre pop-up store a dit. Ok. Ouais. Ouais, je te verrais bien en politique. Mais pour l'instant, vraiment pas dans les 10-20 prochaines années. Hein. Si je le fais, c'est parce que je sais pas, j'aurai 50 ans et je m'en foutrais que tout le monde me déteste. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est horrible d'être en politique. Personne ne t'aime. Mm. Tu n'es pas tellement libre de faire ce que tu veux faire, à part si t'es présidente. Ouais. Et t'es là pour un temps qui ne te permet pas de faire ce que t'as envie de faire. Donc tu vois, pour l'instant, j'ai vraiment aucun avantage, même si c'est noble et que je soutiens et salue les personnes qui s'engagent parce qu'on a besoin de vous. mais pour l'instant, moi, je trouve pas ça. Je trouve qu'on peut limite faire plus bouger les choses sans être en politique, tu vois. Intéressant.
Bon, et du coup, la dernière question du podcast, la question signature, ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ? S'accepter, s'aimer et arrêter de se flageller. Trop bien. Et le reste, je pense que le reste vient tout seul. Ok. Bon, bah, c'est la recette du bonheur, peut-être. Elle existe. Elle existe. C'est Victor qui nous l'a partagé. Victor, pour les personnes qui nous suivent, qui nous écoutent plutôt, et qui veulent te suivre, en savoir plus sur toi et tes différents projets, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Mon compte perso, c'est Victor Abchy, H-A-B-C-H-Y, sur Instagram. Et le guide ultime, donc pour avoir plein d'adresses sur Paris, pareil sur Instagram. Voilà. Et à très bientôt, Victor, pour une nouvelle vidéo de food. Ah, mais grave. Ensemble. Vas-y, trop chaud.